Bonsoir, merci d'être là. Je commence en vous parlant de la prochaine séance qui sera la dernière de l'année, donc qui aura lieu le 2 juin. Et on a annoncé dans un film surprise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu parce qu'on a tout petit peu changé les programmations là depuis 2-3 mois. On a un petit peu fait parce que voilà. Donc film surprise. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Oui. Mais non, parce que c'est un film surprise. Voilà. Donc venez. C'est de toute façon un film que j'aime. Voilà. Mais vous comprendrez tout le jour J. Voilà. Pour le 2 juin. Et pour ce soir, enfin il n'y a rien, je fais des grands mystères sur un truc complètement bidon. Voilà, juste le film est bien, quoi. Ce sera même peut-être en présence du réalisateur. Ouais, il y aura peut-être un truc comme ça. Bon, il va se passer plein de choses pour cette dernière date de l'année. Franchement, moi j'ai hâte. Alors en revanche, ce soir, on va un peu se faire chier parce que c'est un film muet. Les films muets, bon, vraiment, on voit pas l'intérêt. Donc, dire les films muets, qu'est-ce qu'on appelle un film muet? D'ailleurs, un film muet, c'est pas un film silencieux. Faut pas, attention, hein. Film muet porte bien son nom. C'est un film où on n'entend pas les paroles. Quand les gens ont l'air de parler à l'écran, ben, on les entend pas. Alors, il y a des intertitres qui peuvent aider. Enfin, je pense que vous savez. Pourquoi est-ce que j'ai programmé un film muet? Parce que je me suis dit que dans un florilège annuel, il fallait un film muet, sinon t'es pas sérieux. Eh bien non, pas du tout. Je n'ai pas du tout ce genre de contraintes. C'est juste que j'adore Buster Keaton et qu'il était tout à fait normal de le convier dans cette fête. Voilà, donc on va voir Steamboat Bill Jr., film de 1928, alors dont le titre français est Cadet d'eau douce. J'aime bien, Cadet d'eau douce. Ça a l'air très con comme ça, comme souvent les traductions françaises, mais je pense que c'est pas bête. C'est pas bête comme traduction. Je trouve même que ça pointe quelque chose d'intéressant. C'est un film de 28, donc on est plutôt à la fin de la glorieuse décennie de Buster Keaton. Buster Keaton qui a commencé avec ses parents, dans le cabaret, dans le musical, dans le spectacle vivant, comme on dirait maintenant. Puis après, bah, il s'est peu à peu fait repérer, il a intégré le cinéma. Et à partir des années 20, il enchaîne très très vite. Son personnage de Buster devient célèbre, qui pouvait s'appeler aussi Malek et Frigo aussi. Il avait plusieurs noms comme ça. Donc beaucoup de courts-métrages, dont on peut voir la plupart d'ailleurs en ligne, pour ceux que ça intéresse. Et puis il en arrive quand même assez vite à faire des longs-métrages, donc 4 ou 5 ou 6 ou 7 longs-métrages dont le plus connu peut-être c'est le Mécano de la Générale. Mais il y en a d'autres aussi, le Caméraman et autres. Là, donc on est en 28, c'est un des derniers longs-métrages qu'il fait avant Le Couperet. Le couperet de l'arrivée du parlant, qui va lui coûter très cher. Mais une chose à dire, c'est que le film que vous allez voir n'est pas un film de Buster Keaton. En tout cas, il n'est pas signé par Buster Keaton. Il est signé par quelqu'un dont j'oublie toujours le nom, tellement on s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on s'en fout? Parce qu'il va sans dire que... on dit un film de Buster Keaton, alors que c'est pas stricto sensu réalisé par lui. Alors c'est souvent co-réalisé, ça dépend un petit peu des versions. Mais pourquoi est-ce qu'en fait on oublie assez facilement les co-réalisateurs? C'est évidemment assez cruel pour eux, mais il y a une vraie raison à ça. C'est parce qu'on sait très bien que Buster Keaton est le maître d'œuvre. Il est vraiment très connu dans les années 20. Il a une latitude, il a une peut-être pas omnipotence, mais en tout cas un pouvoir certain, économique, et donc un pouvoir tout simplement d'orchestrer à peu près les films qu'il a envie d'orchestrer, ce qui se passera un peu moins bien par la suite. Et donc, je pense que celui qui est crédité à la réalisation est plutôt un auxiliaire. Sachant qu'on sait bien aussi que Buster Keaton coécrit et surtout qu'il compose les numéros, puisqu'il s'agit quand même de films qui sont jalonnés de ce qu'on pourrait appeler des numéros. Alors, des numéros qu'on appelle de burlesque, puisqu'on a affaire à du cinéma burlesque, pour lâcher les mots, tous les mots là, un peu, disons, académiques, mais qui ne sont pas complètement bêtes par ailleurs. Donc voilà la raison pour laquelle on dit un film de Buster Keaton, par cette espèce d'écart de langage qui n'en est pas vraiment un. Les gens qui avaient identifié Buster Keaton et qui se précipitaient pour aller voir les films de Buster Keaton, dont certains d'ailleurs portaient le nom de Buster et ceci, Buster fait cela, Buster et les Indiens, des choses comme ça, avait bien compris que de toute façon ici la mise en scène, le scénario est complètement indexé au corps de Buster Keaton, qui est vraiment l'épicentre
de ces films-là. Voilà. Alors évidemment, c'est cette indissociabilité entre un acteur réalisateur Buster Keaton et un personnage qu'on appelle Buster, qui va évidemment être ce qui va faire sa prospérité dans les années 20, et puis c'est ce qui va faire sa chute dès l'arrivée du parlant. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant que les 30 dernières années de Keaton sont une espèce de longue déchéance. Il a essayé de faire des films parlants, mais ça ne prenait pas, tellement il était indissociable du personnage muet qu'il avait composé, et particulièrement muet, qu'il avait composé de film en film pendant 10 ans. Donc ça ne s'est pas très bien terminé, cette affaire. Mais nous, on s'en fout. Ça, c'est la cruauté des cinéphiles. On s'en fout complètement, puisque pour nous, le film qu'on va voir ce soir et son œuvre est éternelle. Elle a la fraîcheur et l'intensité et la drôlerie immanente et donc indépendante de ce qui est arrivé à Buster Keaton par la suite. Pour Charlie Chaplin, évidemment, auquel on ne cesse de comparer Keaton et Chaplin, ce qui est bien normal, ils sont contemporains, ils œuvrent tous les deux dans le burlesque, et c'est les deux artistes burlesques les plus connus. Bon, pour Charlie Chaplin, on retrouve la même indissociabilité entre Charlot et Charlie Chaplin, un personnage et l'acteur, qui se trouvait aussi le réalisateur. Mais ça s'est un peu mieux passé pour Charlie Chaplin par la suite, parce que pas mal de ses films les plus connus sont postérieurs au passage au parlant, même s'il s'en est démerdé habilement. Mais un film comme Le Dictateur, c'est 40, un film comme Les Temps modernes, ça doit être 35 ou 36. Enfin voilà. Et même Chaplin a fait par ailleurs des films dramatiques qui ont une certaine postérité quand même, qui est comme Les Feux de la Rampe ou Monsieur Verdoux. Alors pourquoi Charlie Chaplin s'en est sorti et Buster Keaton s'en est pas sorti? C'est la première question à laquelle je répondrai tout à l'heure. Et la deuxième question à laquelle je répondrai tout à l'heure, et que vous vous posez depuis très très longtemps, je sais, c'est pourquoi moi, François Begleau, je préfère Buster Keaton à Charlie Chaplin. Je sais que c'est vraiment une question qui vous travaille depuis longtemps, et je répondrai tout à l'heure. Voyons le film. À tout à l'heure. Rebonsoir. Oui, s'il vous plaît, un petit peu d'eau, merci. Vous êtes bien aimable. Vous êtes bien aimable. Alors donc, Buster Keaton, Cadet Lolous. J'aime bien ce titre. Alors, vous aurez remarqué que comme le film est court, je vais être très long, exceptionnellement. Les gens me disent, tu parles pas assez après, donc je vais faire un effort. Vous avez remarqué ou pas, mais vous avez remarqué que Buster Keaton apparaît dans le film un peu tard. Je veux dire, toutes choses égales, mais quand même à proportion de la durée du film. Le film fait 1h10, je crois, un truc comme ça. Et il apparaît, alors à la 7e minute. C'est tard, vraiment. En proportion. Alors pourquoi ? Parce qu'on est en 1928, que, comme je vous le disais succinctement en intro, Buster Keaton est très connu à l'époque, vraiment, c'est une star, quoi. Alors, une star un peu circonscrite quand même, ça j'y reviendrai peut-être, mais une star quand même. Bon, et donc, évidemment, il peut se faire attendre. Il soigne, il fait durer l'attente, on en parle, il s'annonce par un télégramme, et même à la gare, ça va durer encore un petit peu avant qu'il arrive et qu'on l'identifie. Là, je crois que oui, Buster Keaton peut se permettre ça et joue avec ça parce qu'il sait très bien qu'on va voir des films, comme je le disais aussi, de Buster Keaton pour voir Buster Keaton. C'est l'attraction principale de ces films. C'est même peut-être la seule attraction de ces films. Mais tout tourne autour de lui. Et bon, il faut aussi se représenter. Disons des choses un peu banales, mais c'est pas mal de resituer un peu les choses comme ça.
simplement. On est à une époque, les années 20, dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais dont je peux à peu près affirmer qu'il devait être très rare. La seule possibilité qu'avaient les gens pour voir Buster Keaton, en tout cas bouger, parce que les photos circulaient assurément, mais bouger, c'était d'aller le voir au cinéma. Et donc évidemment que ça créait un autre rapport à la star, quelque chose qui est particulièrement exceptionnel. Ah, il va y avoir la séance et Buster va apparaître. Et il va bouger, il va faire ce qu'on aime qu'il fasse. Et qu'est-ce qu'il va nous réserver encore comme tour cette fois-ci ? Donc je pense que, clairement, le début du film joue avec ça. On peut dire qu'il soigne son apparition aussi. Il fait quand même pas n'importe quoi en apparition. Si vous vous souvenez, il y a une espèce on pourrait appeler presque un effet volet. Un effet volet avec le train. Le train qui... Alors, allant de droite à gauche et donc vidant le plan, découvre le jeune William, qu'on va appeler Willy, que son père appelle Willy, d'où Bill, de l'autre côté, sur l'autre quai. Ça y est, il est apparu. Alors, je me suis raconté que c'était peut-être... je crois que le Mécano de la Générale, c'est le film d'avant, qui était un énorme succès. Est-ce qu'il ne joue pas aussi sur le fait que ça fait un peu transition ? Tiens, il rentre dans le film par un train se découvrant, petit clin d'œil au film d'avant. Je dis ça, c'est une hypothèse vraiment de merde qui n'a aucun intérêt, si ce n'est celle, je pense, de vraiment être conscient que Buster promène son personnage de film en film, quoi, et que chaque film suit l'autre. Enfin, c'est comme une espèce de continuité, finalement. Les prestations de Buster Keaton... Alors, évidemment, les films sont singuliers, ils ont tous un peu une caractéristique, qui est souvent d'ailleurs une caractéristique un peu de décor ou de cadre. Là, on va dire, ça serait Buster qui se confronterait au fleuve et au steamer, en tout cas, cet univers-là, quoi, cet univers. Et puis, il y a d'autres films où on est sur d'autres atmosphères. Il y a même un film qu'il a fait, qui est un peu autour du monde de l'Ouest, du Far West, comme on dit, qui s'appelle Ma vache et moi en français, puis j'ai oublié le titre en anglais, peu importe. Bon, donc il apparaît comme ça. Alors, on peut dire qu'il y a une espèce d'auto-sacralisation, finalement, qui peut caractériser parfois les acteurs-réalisateurs, ce qui est toujours un poste assez intéressant, et Buster Keaton en fait un peu partie, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas complètement réalisateur, mais on se comprend. Bon, je pense que le maître en la matière, parmi les acteurs-réalisateurs de l'histoire du cinéma, celui qui a évidemment le plus soigné ses apparitions en les fétichisant à mort, c'est Eastwood, bien sûr. Alors là, on n'est pas exactement dans ce registre-là, mais je pense qu'on est quand même, oui, ce que j'appelle auto-érotisation ou auto-fétichisation. Alors le premier bug dans cette affaire étant que on peut dire que l'apparition de Weedy dans le film n'est pas à son avantage. Et donc c'est une star qui apparaît, Buster Keaton apparaît, ça y est, et il apparaît immédiatement comme un loser. Immédiatement comme quelqu'un qui n'est pas très très à l'aise, qui est d'abord, il est de dos, il n'est pas sur le bon quai. Il y a ce truc un peu subtil quand même, alors que précisément toute la salle reconnaît Buster Keaton. Ah, c'est lui, on a notre Buster. Les premiers plans avec lui, c'est quand même un type que personne ne reconnaît, justement. Il essaie de s'identifier et en fait, il passe inaperçu. Alors, à commencer par son père. Son père ne le reconnaît pas, mais le reconnaît pas, alors évidemment, aux deux sens du terme. Ça peut pas être mon fils, quoi, cette espèce de petite chose là, et le reconnaît pas. Quand on dit qu'un père ne reconnaît pas son fils, ça prend une autre consonance, qui d'ailleurs prendra effet un peu plus loin dans le film, je veux dire, où carrément il lui demande de rentrer à Boston, quoi. Ce qui n'aura pas lieu, bien sûr, parce que tout doit bien se terminer. Mais donc on a un mec que tout le monde reconnaît, mais son personnage, personne ne le reconnaît. Bon, là on tient déjà un peu la grande dialectique, ou comment dire ça, l'ambivalence qui est au cœur de tout l'art de Buster Keaton et du burlesque en général, qui est, comment dire, j'anticipe un peu, mais c'est quoi ? C'est le génie du ratage. Alors là, c'est un génie, mais c'est un raté. Voilà, c'est les deux. Un petit peu comme Charlot, d'ailleurs. Charlot, le personnage de Charlie Chaplin, est un vagabond. C'est quelqu'un qui est très, 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 très bas dans la hiérarchie sociale,
et qui est en même temps la plus grande star mondiale à l'époque. C'est intéressant tout ça. Bon. Alors regardons un petit peu auquel raté nous avons affaire. Je précise méthodologiquement que, évidemment, que ce qui m'intéresse le plus chez Keaton, c'est ses acrobaties. Et je pense que je vais y venir. Mais j'ai toujours été très, très intéressé par le personnage qu'il balade de film en film. J'ai toujours pensé qu'il y avait là quelque chose de très profond. Comme un rapport au monde et presque, je dirais presque une éthique, si je voulais vraiment être vulgaire. Il y a quelque chose que porte ce personnage, quand même, par-delà, mais en même temps, indissociablement, de ses acrobaties qui sont je veux dire, le cœur même de son métier et de son génie. Bon, alors c'est quoi le ratage? Pourquoi est-ce qu'il est raté, selon son père? Parce qu'il est, disons les choses, il manque un peu de virilité. Le premier truc que dit son père en l'absence de Willy, c'est j'imagine, parce qu'ils ne se sont pas vus depuis très longtemps, parti faire des études à Boston, il semblerait. Ah bah oui, il doit être beaucoup plus grand que moi maintenant. Bon, c'est raté. C'est raté. Voilà. En fait, Willy, c'est raté. Son père le voit, il dit j'ai raté quelque chose, quoi. Comme disent certains parents. Certains parents le pensent, parfois ne le disent pas, mais non, j'ai dû rater un truc. Bah oui, t'as raté ton enfant, quoi. Enfin, il est raté parce que oui, il manque de virilité, évidemment, surtout qu'on le destine à être capitaine de bateau, c'est pas rien. Enfin, en tout cas, peut-être servir sur le bateau, prendre la suite de son père, même si son père est un peu mal au point socialement. Ouais. Donc, ça manque de virilité. Il est tout le contraire. Il faut bien dire ce qu'il est. Ce que compose Buster à ce moment-là, c'est un personnage, disons les choses, non seulement pas très viril, mais en fait efféminé. En tout cas, on peut tout à fait s'imaginer que c'est exactement ce que le père se dit. Et même plus que ça. Il a cette espèce de tenue, alors chaque fois d'étudiant en art, on ne comprend pas bien, un béret. Il n'est pas toujours comme ça, Buster Keaton. Il est plutôt connu avec un canotier. On l'a vu à peu près sur toutes les factures. Là, je dirais qu'il ne s'est pas rendu service, je dirais, en s'habillant comme ça, en se costumant comme ça, comme metteur en scène de lui-même. Donc, petite moustache, connoté auprès de son père un truc un peu pareil. Oh là là, ça, c'est les gens de la côte Est qui font de l'art. Enfin bon, voilà. On voit bien à quoi je pense. Et puis il est, oui, il y a un moment d'ailleurs plus loin dans le film, quand il est dans son lit dans la cabine, donc il s'était habillé pour pouvoir rejoindre l'autre, puis finalement son père le chope, donc du coup il va se remettre en tenue de nuit, et pour ça il s'isole un peu. Il s'isole, il se met dans une espèce de chemise de nuit, enfin je sais pas comment appeler ça, oui c'est ça, une chemise de nuit, bon, qui paraît qu'il ne le virilise pas énormément, je dirais au bas mot. Et surtout, il s'isole pour s'habiller, ce qui est une pudeur de gazelle, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Grand spécialiste de Buster Keaton, d'ailleurs, hein, Jean-Luc Mélenchon, écrit 3 livres sur Buster Keaton. Les 3 sont pas super, mais... pudeur de gazelle, oui, pudeur de femme. Disons, j'essaie de me mettre à la place de son père, mais aussi à ce que veut induire, bien sûr, Buster Keaton. C'est d'abord, il a toujours posé dans tous ses films un personnage anti-viril, aviril. C'est-à-dire échappant à une forme de force. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, si on va encore plus loin, il y a un moment, d'ailleurs, un des premiers trucs qu'il fait, c'est qu'il est associé à un enfant qui est dans une poussette. Tiens. Alors, parce qu'il est aussi ça. Je veux dire, le fait qu'il ne soit pas un homme doit s'entendre de 2 manières. Il est plutôt une femme. En tout cas, il n'a pas exactement les attributs dits masculins. Et puis, il n'est pas encore un homme, parce qu'il est encore un enfant. Bon, d'abord, il est tout petit. Il est petit, Buster Keaton est petit, comme Charlie d'ailleurs, comme Chaplin. C'est intéressant que ces 2 petites choses aient été sur le toit du monde comme ça. Oui. Le burlesque est peut-être aussi la vengeance des petits. Oui, en fait, techniquement parlant, c'est un peu ça, comme ça que ça se passe. Oui, donc il est petit. Je pense que le personnage du père a été choisi, enfin l'acteur qui joue a été choisi suffisamment grand pour qu'on voit bien le contraste quand ils sont tous les deux dans le même plan. Enfin, je veux dire, on a vraiment l'impression d'un père et d'un nourrisson. Enfin, nourrisson, j'exagère, d'un enfant. C'est un enfant. Il y a quelque chose de fondamentalement enfantin chez Buster Keaton, chez Buster et chez Willy, quoi. Bon, d'ailleurs, il a une espèce de... Il est tout mini, c'est un mini-moi, c'est un mini...
une mini créature, pas finie, quoi. Il a d'ailleurs une mini guitare. Ce qui est un coup de génie en termes d'accessoires, quoi, d'attributs. Cette petite guitare, qui crée peut-être. C'est un artiste, mais c'est surtout petit, quoi. Bon. Donc il est lui-même un peu comme je dirais un jouet. C'est un petit jouet, Buster et William. Il a non seulement un petit jouet qui serait traité de guitare, qui n'est pas un instrument de musique, et puis c'est un jouet, mais lui-même est un jouet. Lui-même est un jouet. Alors d'ailleurs, c'est le secret de son art, c'est qu'il a fait de son propre corps un jouet dont lui-même s'amuse et qu'il manipule. Mais en attendant d'en arriver là, il est surtout le jouet lui-même des autres. Vous aurez remarqué, notamment dans le premier quart d'heure, je sais pas, la première 20 minutes, il est très trimballé, quoi. Son père n'arrête pas de le prendre par le bras pour le tirer partout, pour l'emmener. Et puis il se laisse aller. Bon, comme un père pourrait prendre un enfant comme ça, de façon un peu ferme. On l'entraîne, quoi. C'est quelqu'un qu'on manipule, qu'on ballotte, qu'on transbahute, un peu comme ça, comme s'il était un objet. Et lui se laisse plutôt faire. Alors, bon, il y a toute la première partie, c'est ça, c'est quand même... Comme en fait il est raté, il y a tout à refaire, donc on va le refaire. Ça va pas, ça ne va pas, donc il faut tout refaire. Alors on va enlever la moustache, on l'emmène chez le barbier, on l'assoit comme ça, manu militari, et puis après on l'emmènera dans un autre magasin, et puis lui il suit, quoi, il suit. Bon, ce qui culmine bien sûr dans ce qui est le premier numéro, je dirais, du film. Le premier numéro, c'est chez le chapelier. Là, vous avez le b.a.-ba de l'art de Keaton, quoi. Un plan fixe, Keaton au milieu, mais justement, Willy au milieu, mais au milieu d'une chaîne, quoi. On est presque dans les temps modernes, là, le fameux truc très, très iconique des temps modernes, c'est Chaplin sur une chaîne d'usine, et qui est tributaire du rythme objectif de la chaîne, et donc ça donne un gag, évidemment. Et là, c'est pas exactement ça, mais il est quand même au milieu d'une chaîne. À droite, il y a le chapelier qui tend les chapeaux, et puis il y a le père qui décide, qui lui enlève les chapeaux quand il n'est pas content. Et puis Buster est au milieu, il fait ce qu'il peut, quoi. Avec ce truc où de temps en temps, quand même, il y a un chapeau à un moment qui lui arrive, qu'il trouve tellement moche qu'il s'arrange pour l'enlever avant que son père l'ait vu. Ça va très vite. C'est un art qui repose à ce moment-là du film, l'art corporel et physique de Keaton repose beaucoup sur le visage et sur les gestes, chose sur quoi il faut insister quand même. C'est ça qui est intéressant chez Keaton, c'est que c'est un corps, évidemment. On va pouvoir détailler tout ça. C'est un corps, mais c'est un visage. C'est les deux. Parce qu'on aurait pu avoir l'un sans l'autre. Le visage de Keaton est tout à fait étonnant. Évidemment, on en connaît les attributs, mais il est aussi. C'est un visage très performant, je trouve, en termes d'expressivité, de jeu. Enfin, expressivité n'est pas le mot, parce qu'il ne passe pas pour exactement expressif. Mais quand même, au bout du compte, c'est fou tout ce qu'il fait avec son visage, et notamment dans cette scène où il est immobile. Ça tient que sur son visage, et il arrive à jouer beaucoup de choses en même temps, quoi. La contrariété, d'être soumis à ce truc-là. Enfin, c'est déjà assez fort. Enfin bon, je ne vais pas trop m'appesantir sur ce moment-là, parce qu'il y a plein d'autres moments qui seraient un peu du même acabit. Alors, au bout du compte, dans cette scène, on lui impose un chapeau. Bon, finalement, il va garder son béret. Donc, c'est quoi? On se dit, quand même, il a une espèce de mouvement de... j'existe, je ne suis pas simplement le jouet de tout le monde, on ne m'habille pas comme ça, on ne peut pas me reconfigurer, me rebooter, comme on ne disait pas encore, je pense, dans les années 20. Ça va, je garde mon béret quand même, quoi. Donc on pourrait dire une espèce d'acte de rébellion, quoi. Ça serait se méprendre sur le personnage qu'a inventé Buster Keaton, qui est encore une fois à peu près toujours le même de film en film, et dont une des caractéristiques importantes, et vraiment importante, c'est que c'est pas du tout un rebelle. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire que chez lui, non seulement c'est une créature très passive, il se laisse faire, il se laisse rhabiller, il est au crochet de son père. À un moment, il rentre dans un espèce de minibus pour rentrer. Son père le prend comme ça et le fout dans la voiture. Il s'assoit dans la voiture, quoi. Ça, c'est typiquement un geste keatonien. Ok, bon, d'accord, ça sera la voiture, donc je m'assois et j'essaie de bien m'asseoir. Enfin, voilà, je fais comme on m'a dit. Il y a une docilité chez lui, une passivité qu'on pourrait appeler aussi une espèce de fatalisme. Puisqu'on me le demande, je vais le faire. Il n'a pas du tout, il n'y a pas de rébellion chez lui. C'est très important.
il essaie de se plier, enfin il se plie à ce à quoi il faut se plier, quoi, sans avoir l'air. Bon, évidemment, il semble un peu contrarié physiquement, c'est pas facile d'être ballotté comme ça. Bon, enfin, finalement, il l'accepte assez bien. Par exemple, il y a un moment, enfin, quand il fait des gestes de rébellion, c'est jamais fait exprès. Il est toujours un peu rebelle malgré lui, quoi. Ce qui est aussi un grand motif du cinéma américain, ça d'ailleurs. Mais chez Keaton, ça va très loin. Par exemple, plus loin dans le film, beaucoup plus loin, un moment donc on l'assomme en prison, puis on l'emmène à l'hôpital. Mais il est escorté, parce qu'à ce moment-là, il est du côté de la délinquance, donc on l'escorte. Il est évanoui dans la bagnole, il se réveille quand même un peu, et puis il fait toujours des réactions de base de Keaton. Bah, je suis dans une voiture, je viens de me réveiller, du coup je sors de la voiture. Bon, le problème étant qu'elle est en marche. Et donc, du coup, il se casse la gueule. Très bien. Mais là, on peut se dire, c'est une évasion quand même. Il s'est évadé. Il n'a pas fait exprès, mais il s'est évadé. Voilà, un geste de rébellion. Mais qu'est-ce qu'il fait après, du coup ? Il revient exactement là où on devait l'emmener, c'est-à-dire à l'hôpital. On l'emmène à l'hôpital, il ira à l'hôpital. Donc, c'est lui-même, de lui-même, qui retrouve son escorte policière devant l'hôpital. Il y a un autre moment qui est tout à fait singulier et qui est tout à fait à l'image de ce drôle de bonhomme. C'est quand il est en prison. Et alors il y a quand même un moment où il se passe tout un tas de trucs comme ça, puis il y a un moment quand même, ça y est, il est foutu. Le gardien va le foutre dans sa cellule. Et il a quand même un dernier geste pour s'évader. Quand même, de temps en temps, il se précipite vers la porte, là. Et non, en fait, le gardien arrive à le choper à temps. Qu'est-ce que fait Keaton ? Il se débat, il essaie vraiment de s'évader, il continue, il persiste, pas du tout. Il va lui-même se mettre en position devant la cellule. Et il attend. Et non content d'avoir fait ça, il ramasse les clés. Il ramasse les clés, les tend au gardien. Le gardien va l'enfermer. Il faut comprendre un peu ce truc de docilité et de passivité sociale dingue, quoi. On pourrait dire que c'est vraiment un soumis, quelqu'un qui accepte les choses. Il faudrait creuser pourquoi. En tout cas, ça donne au bout du compte ça. Alors, ce qui est un truc très émouvant chez Keaton, toujours, quand je parle du personnage, plutôt l'appeler Buster, Willie Buster, c'est que non content de ne pas être un rebelle, c'est quelqu'un qui a un truc qui est toujours émouvant, je trouve, quoique politiquement pas forcément heureux, c'est qu'il essaye vraiment. Il essaye toujours de coller à la norme sociale dans laquelle, très clairement, il n'est pas. C'est quelqu'un qui est anormal, qui est pas complètement ajusté au monde social. D'ailleurs, c'est ce qui se passe finalement les 7 premières minutes avant qu'il apparaît. Elles paraissent comme ça un peu genre n'avoir que peu d'intérêt, si ce n'est de faire durer pour que l'apparition soit plus fétichisée encore. Mais c'est pas rien quand même ce qui s'y joue en fait, parce que c'est le monde social, avec sa hiérarchie, avec son chef du coin, de l'écosystème en l'occurrence, alors on l'appelle Monsieur King. Allons, disons les choses, quoi. On va pas faire dans la subtilité. C'est le monde social, c'est une cérémonie, ils sont célèbres, tout ça. Bon, oui, fondamentalement, Buster est une créature asociale. Le monde social lui pose problème, quoi. Il n'y arrive pas. Il n'est pas fait pour. Il ne rentre pas dedans. Et ce qui est très beau, c'est qu'il essaye. Vraiment, il n'a pas du tout de rébellion pour dire de toute façon, moi j'emmerde le monde social, je suis un punk, je vous emmerde tous. Pas du tout, il essaye. Il fait des efforts. Alors, et c'est ce qui produit souvent une gamme de gags, enfin un registre de gags assez récurrent chez lui, c'est le moment où il essaie de prendre des poses viriles. Ce corps qui viril essaie de prendre quand même des poses d'autorité. Ce corps anti-autoritaire, enfin pas anti-autoritaire, autoritaire. Alors évidemment, c'est quand il gag génial pour moi, quand il fait le capitaine. Ça, évidemment, on l'a affublé d'un costume de capitaine, enfin de commandant de bord, je ne sais pas comment. Je crois que surtout c'est la jeune femme d'ailleurs qui a insisté pour qu'il mette cet uniforme-là. Et puis il y a ce moment où de l'autre côté, sur l'autre bateau, il y a la jeune femme en question, il y a son père, et je crois qu'il y a les 2 pères, je ne sais plus, et il regarde Buster qui, lui, va jouer au capitaine. Il va essayer de se donner cet aplomb-là, quoi.
avec ce truc génial qui donne des ordres. Il donne des ordres à personne. Il fait semblant de donner des ordres. Bon, c'est une scène de théâtre à ce moment-là, parce que le jeu social est théâtral. Donc il essaie de jouer le jeu du théâtre social. Il essaie, mais plus il essaie, plus on s'aperçoit qu'il n'est pas fait pour. Et donc c'est contre-productif. Faut avoir vu une fois au moins dans sa vie le mécano de la Générale, c'est évident, mais une scène, un plan du mécano de la Générale où Buster qui est mécanicien, comme son nom l'indique, et qui est embarqué par une machine un peu folle, qui est une locomotive. Puis à un moment, il a quand même un flingue entre les mains, quoi. Et faut voir Buster avec un flingue, ce que ça donne, quoi. Parce qu'il essaie vraiment de jouer au viril, quoi. Il essaie de faire peur avec le flingue, parce qu'il a vu faire les hommes, les vrais, mais il sait pas faire. Le flingue, c'est tout mou au bout de sa main. Enfin, bref, je peux pas vous le mimer, désolé. Mais là, on a un peu ça. À un moment, il y a son père qui est en train de vociférer à l'attention de Monsieur King en face. Et Buster se met un peu devant son père et essaie de faire pareil. Il vocifère aussi, quoi, mais ça marche pas. Et puis il y a un autre moment où il envoie un poing dans la gueule au gardien de prison quand même, et il n'en revient pas. Il n'en revient pas d'avoir qu'en fait il a un point, enfin qu'il peut s'en servir. Il le regarde, il est content, quoi. Bon, on sent bien que chez lui ça ne va jamais de soi. Donc je pense que ce qu'il faut bien voir dans ce personnage... Alors bon, c'est quoi l'impassibilité de Buster qui est donc évidemment sa marque de fabrique absolue. Le pince sans rire, l'homme qui ne sourit jamais, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et de fait, j'ai pas souvenir de l'avoir vu sourire dans aucun de ses films, mais je sais pas, peut-être que des érudits pourraient me dire. L'homme qui ne sourit jamais. C'est quoi exactement cette impassibilité ? On pourrait dire, il sourit pas parce qu'il est malheureux, il est un peu tristoun dans la vie, Buster. Alors, je crois qu'il y a plein d'explications à cette impassibilité, de ce choix. Bon, d'abord, c'est un choix artistique. Peut-être que c'est là que son visage est le plus intense, paradoxalement. Mais je pense qu'aussi, moi, il me semble que c'est un visage de quelqu'un qui est concentré. Pourquoi est-ce que Buster ne sourit jamais ? Parce qu'il est concentré. Parce qu'il est préoccupé. Il y a toujours quelque chose qui l'occupe. Il y a toujours un truc. Et comme lui, il veut bien faire, et que pour lui, bien faire, c'est compliqué, ça demande de la concentration. Si vous prenez un truc très con, qui est le début, là, quand il a donné rendez-vous, il a un petit signe un peu vraiment bien joué, j'aurai un œillet blanc. Bon, ce qui ne le virilise pas non plus énormément. Et donc, il essaie de se faire reconnaître avec l'œillet blanc à la gare. Là, il y met un sérieux fou, quoi. Je veux dire, vraiment, il essaie de le faire. C'est ça qui crée la drôlerie aussi, c'est que vraiment, il le fait. Bon, et dans tout ce qu'il fait, il y a comme ça une espèce de concentration, parce que le monde est compliqué pour lui. Voilà, c'est compliqué pour lui d'être dans le monde. Hein ? Alors, il y a une autre posture que va faire Buster assez souvent, qui le caractérise beaucoup. Il n'est pas simplement impassible du visage, c'est quelqu'un qui, en fait, pense que le monde est fondamentalement agressif, c'est compliqué pour lui, le monde, quoi. C'est compliqué d'être dans le monde. Et donc, peut-être la bonne position, c'est pas du tout de se rebeller contre le monde, parce que ça serait l'agiter encore plus. C'est de neutraliser le monde. C'est faire en sorte que ça se calme, ça s'arrête. Et donc, lui, souvent, il va jouer l'immobilité. Il y a un truc que fait très très bien. Alors, je sais bien que je commence pas par la légende Keaton, hein, qui brille essentiellement par ses mouvements. J'entends bien. Et moi, je trouve que c'est un très très bon immobile. Enfin, il a des postures d'immobilité que je trouve vraiment très très fortes. Il a une grande capacité à ça. Évidemment, par exemple, un des moments les plus marquants pour ça, ça serait le moment où c'est la tempête tout autour. Où est passé Buster ? Nous avons une succession de plans où il n'y a plus Buster. Il est où ? Qu'est-ce qu'il fout ? Les gens, évidemment, sont complètement affolés. Et le monde s'affole. Et là, lui, il est où ? C'est le seul qui ne s'est pas barré de l'hôpital, quoi. Ce qui crée un gag par l'immobilité. Hein. Le gag, il arrive sur lui. C'est parce qu'il est mobile qu'on rit. Et c'est pas rien, parce que la position d'immobilité, à ce moment-là, n'est pas du tout celle attendue. Il y a un autre moment où il fait ça que je trouve pratiquement vertigineux. C'est dans la prison,
dans la scène, dans cette espèce de séquence qu'il a avec ce gardien là, cette espèce de jeu de combat entre lui et le gardien. Il a imaginé ce truc de très très haut niveau, d'amener un grand pain et de mettre des outils dedans. Bon, c'est hyper subtil, quoi. Dès qu'il prend une initiative, c'est de la merde, de toute façon. Voilà. Et les outils tombent, ça va sans dire. On peut supposer que ça fait un peu de bruit. Parce qu'en plus, il en a mis 400 des outils, donc on ne sait jamais. Et la réaction, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce qu'il se passe beaucoup de choses quand même. Il reste complètement figé. Voilà. Alors évidemment, on peut dire que c'est le figé du type pris la main dans le sac. Hein. Ah, je suis transi, ça y est. Ah, damned, je suis fait. Non, c'est pas que ça. Moi, je pense que il s'immobilise pour conjurer ce qui vient d'avoir lieu. Pour faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Vous voyez ce que c'est comme ce truc que j'adore chez Chaplin. Je ne sais plus dans quel film c'est. Oui. Je trouve que ça doit être dans le cirque, évidemment, parce qu'il y a un lion dans une cage. Et le lion dort, mais lui se retrouve dans la cage du lion. Donc il ne faut pas réveiller le lion. Et il y a un bébé qui pleure, je crois, dans mon souvenir à côté, qui fait du bruit. C'est chiant, parce que le lion va se réveiller, du coup. Et quel est le geste que fait Chaplin? Il se bouche les oreilles. C'est génial, quoi. Vous faites un truc absurde pour conjurer le bordel, quoi. Bon. Mais là, c'est pareil pour moi. L'immobilité de... et dans le genre, un des meilleurs gags du film, c'est quand même ok, je m'évade du bateau parce que je vais rejoindre la jeune femme, Kitty. Il y a un espace entre les deux bateaux, je mets une planche. Malin, le gars. Quelqu'un arrive. Réaction de Keaton. Je vais faire semblant de dormir. Bien joué. Immobilité. C'est comme si on pouvait conjurer même l'existence du monde en se figeant soi-même. Bon, ce qu'il faut bien voir, là, c'est que oui, le monde est une préoccupation permanente pour Buster parce que s'il a du mal à s'y fondre, etc. Ce qu'on voit très bien dans cette séquence qui est anodine, mais chaque chose dans le monde est potentiellement agressive, quoi. C'est toujours étrange pour lui, n'importe quoi. On le verra bien d'ailleurs dans la scène où il est dans une espèce de théâtre. C'est bizarre, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si tous les éléments lui faisaient peur. Il y a un cordon, à un moment, il y a une sorte de marionnette. Bon, ça va, c'est une marionnette, quoi. Buster reste calme. Ça a l'air de beaucoup l'inquiéter, cette marionnette. Je sais pas, il n'est pas à l'aise. Oui, il y a des trucs... Il n'est pas à l'aise, quoi. Il est tendu. Buster est tendu. Et... Bon, alors, quand il arrive sur le bateau pour la première fois, le bateau où il est censé un peu prendre la succession, un peu... devenir autre chose qu'un cadet d'eau douce, quoi. On voit que tous les éléments sont potentiellement agressifs. C'est-à-dire que ça commence, il s'appuie sur une bouée, la bouée tombe à l'eau, après il se prend un câble dans la tête, après il va un peu tomber, il y a un pied dans le vide, il y a un mec qui passe, il se prend le sac dans la tête, etc. Voilà, le réel lui-même est agressif et il s'agit de le conjurer d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, la ruse de l'affaire, et c'est toute la dialectique du burlesque, c'est que précisément l'immense maladresse qui est la sienne, c'est ça finalement la maladresse, c'est quand le monde matériel est un problème pour vous, vous avez du mal à vous équilibrer, mal à vous situer, c'est être maladroit. Il est maladroit. Mais bien sûr, la ruse du burlesque, c'est que cette maladresse est le cœur même de son génie. C'est en organisant sa maladresse qu'il va faire montre de son génie burlesque. Et c'est ça le grand renversement du burlesque, quoi. C'est ça le grand renversement scénaristique, d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous arrive? Là, nous avons un raté, et à la fin, c'est un héros. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il a fait des numéros. Il a montré des acrobaties. Mais pourquoi est-ce qu'il a dû montrer des acrobaties? Parce qu'il a été confronté à un monde matériel dans lequel il était constamment bancal. Vous voyez, c'est toujours une espèce de dialectique très, très subtile entre... Il faut que dans le même temps... C'est ça le génie du burlesque, en tout cas de celui de Keaton, qui est particulièrement physique. Il faut que dans le même corps montre sa maladresse et son immense habileté. Il faut montrer dans le même temps un corps totalement incapable et un corps capable. C'est la même chose, parce qu'il y a tout un art de... Comment dire? Oui, il s'appuie sur une bouée et la bouée tombe. Ah, il est maladroit, mais il y a tout un art de s'appuyer sur la bouée et qu'elle tombe au bon moment. Voilà. Si vous prenez par exemple la scène où il est entre deux bateaux,
Et il est, comme d'habitude, ballotté, tiraillé. On s'en amuse comme d'un objet. D'un côté son père, de l'autre côté le méchant King. Et alors vraiment, il le repousse alternativement. Il est le jouet. Il est vraiment le corps passif, le corps qui n'a aucune initiative. C'est une espèce de moins que rien, quoi. Mais évidemment, dans le même temps où il est un moins que rien absolu, quelqu'un dont on dispose comme on veut, ça demande une habileté quand même. Ça demande un pied un peu sûr, ce qu'il est en train de faire là. À chaque fois tomber sur le bord du bateau. Moi qui n'ai aucun équilibre dans la vie, quand je vois cette scène, le mec est merveilleux. Il est fort, quoi. Donc voilà, c'est toujours ça, évidemment, qui est au travail dans la dialectique burlesque, qui culmine évidemment dans le cœur de la panoplie burlesque en général, mais surtout keatonienne, qui est la chute. La chute. Buster tombe tout le temps. Buster tombe. Alors, tomber, c'est vraiment le comble de la maladresse. Le mec, il ne sait pas tenir son équilibre, il ne peut même pas marcher, ce qui est quand même la base, de la station verticale, quand même, c'est la base. Tu pourrais au moins respecter ça, Buster. Mais il a vraiment du mal. Il est tout le temps par terre, etc. Oui, mais vous avez bien compris. Et notamment dans cette scène, d'ailleurs, entre les deux bateaux, là, ça se termine par une chute. Ça se termine par une chute ou par une espèce de truc où, en tout cas, son pied n'atteint pas le bord et donc il est obligé de se rattraper. Donc, maladresse, ah là là, le pied n'a pas réussi, et c'est ça qui fait qu'il nous fait une espèce de rattrapage totalement virtuose. Bon, évidemment, le film est une succession comme ça de chutes. Il en fait dans à peu près tous ses films, mais là je trouve qu'on est quand même bien servi. Il y en a plein. Il y en a une notamment, à un moment il dévale un peu le bateau là. Je crois que c'est au moment où il s'évade. Enfin, il essaie de rejoindre Kitty, je crois. Oui, c'est ça. C'est donc la nuit. Et donc il est haut et puis alors il se prend une méchante gamelle quand même. Il se la prend, mais vraiment. Oui. Keaton est le meilleur chuteur de tous les temps. Il n'y a pas mieux. Ce qui est permis d'ailleurs par la grande élasticité de son corps, c'est-à-dire que justement tout ce qui était les défauts de son corps, les défauts sociaux de son corps, petit, pas viril, homme pas fini, homme pas complètement abouti, c'est ce qui va faire évidemment sa suprématie dans le burlesque. C'est parce que son corps est élastique, parce que son corps est beaucoup plus plastique en général, c'est-à-dire vraiment adapté au monde matériel, qui sait toujours amortir les chutes, etc. C'est sa légèreté qui fait son génie. Ce qui le plante dans le monde social, et c'est précisément ce qui fait de lui un roi dans le monde du burlesque, dans le monde de l'art. Alors évidemment, pour accélérer cette dialectique, comment dire, c'est parce que le monde est une adversité pour moi, c'est ça qui me rend génial. Donc il faut que je multiplie l'adversité du monde. Il faut que je multiplie la difficulté. Et c'est la pente que prennent tous les films de Keaton en général. Et celui-là ne déroge pas. Vous avez bien vu la pente générale, elle est très claire. Plus ça va, plus ça se complique. Et ça se complique notamment parce qu'on va sérieusement compliquer les choses au bout de, je sais pas, 3/4 d'heure, en balançant la tempête. Attention, balancez-moi la tempête. Pourquoi ? Parce que on va multiplier les difficultés, multiplier les contrariétés, multiplier l'adversité et donc multiplier le génie. Parce que c'est vraiment à ce moment-là que l'art de Keaton, les acrobaties de Keaton vont atteindre une espèce de dimension inégalée. Grâce à... il balance un peu le grand. D'ailleurs, c'est un petit peu ça qui caractérise la carrière même de Keaton. Il a commencé par le cabaret, donc il faisait des numéros sur scène qui étaient par définition un peu limités dans l'espace, limités dans le temps. Il ne pouvait pas tout faire. Passer au cinéma, pour lui, ça a consisté à continuer à faire ce qu'il faisait, mais en plein air. Dans une sorte d'ampleur, pas cosmique, j'allais dire cosmique, c'est pas du tout le mot, mais en tout cas une ampleur de plein air, quoi. C'est vraiment du burlesque à ciel ouvert. Oui, c'est ça. Il donne une espèce de dimension. Deleuze en parle un peu comme ça d'ailleurs dans l'image mouvement. Ça me revient maintenant. C'est une espèce de burlesque comme ça à l'échelle. Ça donne du volume au burlesque. J'ai oublié les formules précises de Deleuze, dont l'analyse est pas mal, en l'occurrence. Parce que, évidemment, il y avait quelque chose qui devait fasciner Deleuze chez Keaton, et il faudrait savoir quoi. Mais peut-être qu'on va le voir. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là du film ?
vous allez avoir une démultiplication de l'art de Keaton grâce à la démultiplication de la force adverse, parce que ça marche comme ça. Évidemment, plus la force s'imprime sur moi, et plus en retour et en réaction, parce qu'évidemment ça c'est intéressant, c'est pas un rebelle, c'est pas quelqu'un de proactif, Keaton, c'est quelqu'un qui réagit. Et donc plus évidemment l'assaut est fort, et plus la réaction sera forte. S'il s'en sort, donc on va voir, voilà, tout ce que vous avez vu. Ce film, c'est un peu... On aurait dit que le corps de Buster rencontrerait le vent, et ça donne quoi ? Ça donne quoi ? Qu'est-ce que ça nous permet comme figure, en fait, comme acrobatie ? On va le prendre dans tous les sens. Sachant qu'il faut... Évidemment, c'est toujours la même dialectique. Il faut en permanence que le vent en impose à Keaton. Donc là, il est déstabilisé. Et bien sûr que le numéro va consister à se restabiliser. Puis, de nouveau, on est déstabilisé, puis restabilisé. En fait, c'est comme ça. C'est une espèce de jeu... C'est un jeu de complicité avec le vent, en fait. Un jeu de complicité avec le vent. Le vent est son meilleur ami. C'est le meilleur ennemi des personnages, on pourrait dire. C'est pas super, une tempête. Mais c'est le meilleur ami de Keaton. Donc, par exemple, oui, à un moment, il est soufflé par la tempête. Et il se réfugie. Donc évidemment, son but, ça va toujours être de se réfugier à l'abri du vent. Et il se réfugie dans une niche. Évidemment, une niche, il n'y a pas de lieu habitable confortablement pour Buster Keaton, en tout cas jamais très, très vite. Donc évidemment, il y avait un chien dedans, il ressort, il se touche les fesses, on a compris qu'il a été mordu. Du coup, il se retrouve au milieu d'une plaine un peu transbahutée, enfin comme ça, soufflée de façon un peu erratique. Et qu'est-ce qu'il va trouver comme refuge ? Comme un point d'appui. Donc c'est toujours un truc entre déséquilibre et équilibre, quoi. Et ça n'arrête pas de s'enchaîner. Donc il s'accroche à l'arbre. L'arbre, évidemment, s'envole. C'est la base. Et puis finalement, l'arbre atterrira. Vous voyez, tout est construit comme ça. Là, je ne fais que décrire je fais presque de la paraphrase du film. Mais c'est toujours intéressant de voir que c'est la force adverse qui crée votre génie. Alors, ce qui est évidemment l'occasion d'être un peu théoricien et de faire un petit point... qui paraîtra une extrapolation, mais qui ne l'est pas du tout pour moi, parce que je peux, croyez-moi ou non, vous savez bien, c'est une espèce de dichotomie ou d'antithèse qui est posée par une certaine philosophie assez contemporaine, enfin contemporaine au sens large, peut-être vitaliste, on va l'appeler comme ça, qui fait donc une nette différence, voire même un écart antithétique entre le pouvoir et la puissance. Moi, ces mots-là m'ont toujours intéressé et j'ai toujours bien reniflé qu'il y avait une grosse différence entre le pouvoir et la puissance. Eh bien, croyez-moi ou non, c'est en regardant les films de Keaton, j'ai vraiment définitivement compris de quoi il retournait. Et oui, parce que ça reste ça aussi le cinéma, quoi. C'est de la matière à penser, et donc c'est de la matière, et donc on pense. Et on comprend mieux les trucs, parce que ça s'incarne. Oui, c'est quand même une des raisons pour lesquelles regarder les films m'intéresse depuis un certain temps. Oui, parce que là, tout est clair. Le pouvoir, c'est imprimer une force sur autrui. Le pouvoir, c'est King. C'est le pouvoir. D'ailleurs, il est vraiment montré en posture de pouvoir au début. Il possède tout le village, il a droit de vie et de mort sociale sur la concurrence désuète, celle du père de Willy. Il possède, ça nous est détaillé, 400 magasins, un peu moins, mais quand même, on a l'impression qu'il possède toute la vie. Ça, c'est le pouvoir. La puissance, c'est vous êtes traversé par une force. Vous, en vous-même, livré à vous-même, vous n'avez de pouvoir sur rien. Buster est vraiment le type qui a de pouvoir sur rien du tout, et même pas sur lui-même. En revanche, dès lors qu'il se laisse traverser, sa passivité sociale, qui est donc un handicap social, va devenir une force du point de vue de la puissance. C'est parce qu'il est particulièrement poreux à tout, et il est y compris poreux au vent. Donc il se laisse porter par le vent, il est traversé par le vent. Là, je parle à la fois du personnage de Willy, mais je parle de Buster Keaton. Qu'est-ce que ça veut dire concevoir un numéro de burlesque ou un moment de burlesque ? C'est toujours ça, en fait. Il faut que je m'appuie sur une force existante, qui est souvent une force physique, le vent, quoi, par exemple, ou alors, dans le cas de la chute, la gravité. Voilà, en fait, vous jouez sur des forces, et vous allez vous offrir à des forces contraires, et c'est ça qui va produire le numéro. C'est ça, c'est exactement ça la puissance. On pourrait prendre la parabole un truc tout con dans le film, par exemple, le parapluie.
Oui, je voulais parler du parapluie, parce que je trouve que c'est un objet dont on ne parle pas assez, déjà, en général. Bon, alors évidemment, mais tout est là, en fait. C'est vraiment un petit aspect du film, donc je m'en excuse, mais je vais essayer de ne pas être trop long. Bon, bah, il pleut, il commence à pleuvoir, la tempête s'annonce, donc évidemment Buster, qui est toujours dans la réaction, qui est toujours très pragmatique. Bon, bah, il pleut, je prends un parapluie, quoi, voilà, enfin, il est comme ça, Buster. Très terre à terre. Et c'est pour s'abriter de la pluie. Ok, bon, mais oui, mais s'il s'abrite de la pluie, à ce moment-là, vous voyez, il contre une force, il contre quelque chose. Donc il ne peut rien se passer. Il ne peut pas y avoir de gag. Il n'y a pas de puissance, quoi. Il se passe un truc à partir du moment où, évidemment, le parapluie se retourne. Et qu'à ce moment-là, il devient possible que le vent fasse que Buster s'envole avec le parapluie. Vous voyez ? Si le parapluie avait fait son travail de tout parer, de parer le vent, de parer la pluie, il n'y aurait rien eu. Il n'y a de gag qu'à partir du moment où le parapluie échoue à parer et devient ouvert sur les forces ambiantes. Bon, je referme la parenthèse parapluie, qui fera date dans l'histoire de la critique, je pense, hein, mais... Vous savez, j'essaie de m'expliquer les trucs à moi-même aussi, n'oubliez jamais ça. C'est quand même avant tout ça qui m'intéresse. Bon. Alors, il y a une gamme de gags. C'est pas le mot gag. J'aime bien dire numéro. En continuité avec le musical, qui est, encore une fois, la base de Buster Keaton. Non, il y a un autre registre, quand même, dans ce que vous avez vu, et ça n'a pas pu vous échapper, mais... Oui, je crois qu'on aime particulièrement le burlesque quand on s'intéresse passionnément au corps, et, comme disait l'autre, à ce que peut un corps. Parce que, précisément, quand on s'intéresse au corps, on ne peut qu'aimer le burlesque, parce que c'est vraiment le corps qui se met dans tous ses états, qui multiplie tout un tas de postures et d'attitudes. Debout, couché, à genoux, glissant, pas glissant, au bout d'un arbre, volant avec un arbre. Enfin voilà, vous multipliez les postures de corps. Ce serait intéressant de regarder les films à cette aune-là, d'ailleurs. Prenez un film donné et demandez-vous, tiens, qu'est-ce qui arrive au corps dans ce film ? Dans quelle posture on voit les corps ? Et ben pour beaucoup de films, hélas, on voit les corps figés dans un champ contre champ en train de parler. C'est pauvre sur tout ce que peut un corps. Le burlesque rend le corps à son infinie dimension et à ses infinies capacités. Il rend le corps à la fois à sa grande légèreté, sa grande fragilité, je veux dire, et sa grande force, pour le coup, force. C'est ça qui est passionnant, enfin, qui me passionne dans cette affaire. Mais il y a autre chose quand même dans l'art de Keaton, notamment dans ses derniers films, quand il a un peu les moyens et qui peut balancer un peu les grandes eaux du burlesque. C'est le gag archi connu, presque iconique aussi, de la façade de maison qui tombe sur lui. Et bon, ça tombe bien, quoi, puisqu'il est lui dans l'ouverture de la porte. Je note qu'à ce moment-là, Keaton est immobile. Et que la drôlerie du truc, c'est qu'il est immobile. C'est qu'il ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. D'ailleurs, il va pas en faire un fromage après. Hein. On ne va pas avoir Keaton qui va dire « Oh là là, je l'ai échappé belle ». Non, il s'est passé ça. Bon, ça s'est bien passé. Ça aurait pu être pire. Bon, suivant. Ah tiens, une porte, je l'ouvre. Il n'y a rien derrière. Bon, je reviens. Ah, une maison qui s'écroule. C'est un peu ça, Keaton. C'est au cas par cas. Et donc là, il se passe ça. Alors là, pour le coup, c'est pas le corps de Keaton. Il est immobile. Et je pense que son immobilité participe de la drôlerie du truc. Mais alors, ça serait quoi, là, pour le coup ? Qu'est-ce qui fait virtuosité à ce moment-là ? C'est pas son corps. C'est le réglage du truc. C'est le réglage. C'est ce truc qui a été réglé au millimètre, quoi. Alors, tout ce qu'on peut estimer chez Keaton à ce moment-là comme corps, si on le prend comme acteur, c'est de ne pas avoir peur. Vous pourriez avoir peur. Vous savez, c'est comme quand on vous dit les trucs, là, vous savez, où vous laissez aller, vous laissez tomber derrière, là. Et un camarade, je vous parle des séminaires de management, là, que vous avez tous fait. Moi, j'en ai fait plein. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est un peu... ça a mauvaise réputation. On apprend beaucoup de choses sur soi-même, déjà.
Et donc vous vous laissez comme ça parce que ouais, vous avez confiance dans la team. Keaton, au moins là, il faut qu'il ait confiance dans son propre réglage. Voilà, moi je ne sais pas si j'aurais confiance, quoi. Je suis pas sûr. Donc au moins on peut lui savoir gré de ça. Mais il est d'abord là estimable et admirable comme un régleur au millimètre du numéro, quoi. Voilà, ça s'emboîte bien. Et il y en a plusieurs comme ça, hein, vous avez vu. Notamment, il s'amuse beaucoup avec les maisons. Hein. Ce qui est génial avec les tempêtes, c'est que ça fait voler les maisons, donc c'est super. Donc du coup, il peut décliner ça 3 ou 4 fois pratiquement. Vous avez à peu près le même gars qui se décline différemment. Des maisons qui s'écroulent juste là où il faut. Donc là, c'est du réglage. Je dirais que là, à ce moment-là, Keaton ne vaut plus comme acteur acrobate, acteur burlesque, mais comme metteur en scène, tout simplement, mais presque au sens le plus comme régleur de numéros, quoi, comme metteur en scène de numéros. Avec la complicité, je pense, de son choréal. Voilà, on règle des numéros et souvent, c'est ce qui impressionne. Alors, bien sûr que dans ces moments-là, ça ne tient et ça n'est impressionnant. Ça nous fait un peu... Je dis impressionnant, peut-être que je vais un peu vite. Mais si on n'a pas un tout petit peu fait « Oh !» devant cette scène, c'est raté. C'était ça quand même le but. On imagine un peu l'ambiance dans les salles de 1928, peut-être qu'il y avait un truc comme ça quand même. Bon, maintenant, nous, on est revenus de tout, on est blasés. Voilà. On vous montre des films, ça vous intéresse pas. Enfin... Mais ça, c'est les jeunes. Hein. Les jeunes c'est le numérique, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça. Voilà. 3 petits points. Non, ça doit... Pour que ça suscite quelque chose comme, en tout cas, à la fois une suffocation, je vais trop loin, mais en tout cas une admiration, genre, oh, bien joué. La condition sine qua non, vous la connaissez, c'est que ce soit en un seul plan. Un seul plan. Montage interdit, comme on dirait plus tard pour d'autres raisons. Montage interdit, sinon ça ne marche pas. Si vous soupçonnez qu'il puisse y avoir du montage, non, il faut que vous ressentiez ou croyiez, et je crois en l'occurrence à juste titre, que ça a vraiment été fait devant nous. Ce numéro a été réglé devant nous. Alors évidemment, ça sera d'autant plus vrai dans le numéro un peu, comment on appelle ça, le bouquet final au cirque, enfin, merde, il y a un nom. C'est quand il saute du bateau pour aller sauver King, sauver le père de Kitty. Oui, c'est plan unique, hein, avec un léger panneau pour suivre le bateau. Donc Buster s'est vraiment posté au dernier niveau du bateau à vapeur. On a vraiment au bas du plan le point de chute idéal, c'est-à-dire là où se trouve le type qui joue le père de Kitty, donc King. Et oui, en plan unique, nous pouvons être à peu près sûrs que Buster Keaton a vraiment fait ça. Il a vraiment sauté d'assez haut déjà, et il est tombé pile poil là où il fallait. C'est un vrai sauvetage. Et c'est ça qui crée aussi notre estime. Et donc, il faut absolument que ce soit en un seul plan. Mais ça vaudrait pas simplement pour ce grand burlesque-là, burlesque grandeur nature ou de haute dimension. Tous les numéros que j'ai un peu décrits ici ou là sont souvent en plan unique. Il n'y a pas de montage. Par exemple, les chapeaux. Les chapeaux, c'est vraiment un numéro de cirque, en fait. Ça demande énormément de réglages, de synchronicité. Ils ont dû faire quelques prises, je pense. Ça, c'est probable. Mais ce que nous avons là, c'est vraiment le numéro en live. Et je pense que ça ne marche que dans la mesure où il faut. Si on monte, ça va plus du tout. Bref, il faut qu'on se dise que c'est réalisé sans trucage. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Sinon ça n'opère pas. Et je pense que c'est vraiment ça qui faisait la réputation de Buster Keaton. Il sait vraiment faire ça. Donc on allait admirer ça quand même. Bon. Alors... Il y a un moment qui est intéressant à propos de trucage. Un moment, il se retrouve donc dans cette espèce de salle de théâtre où il s'attarde un peu, où il y a tout un tas de choses. Puis, oui, alors comme d'habitude, c'est Buster Keaton. Buster, c'est un enfant, hein, donc il voit un truc, il tire dessus. C'est comme ça, c'est un enfant. Donc il y a un cordon là, il tire dessus. Et hop, il se prend il se retrouve dans cette espèce de truc, comment on appelle ça, une cabine de cache pour les magiciens là. Et hop, bim, on relève le drap, voilà, le truc qui couvre, j'ai pas les mots.
Et il a disparu. Ah, il a disparu. Il est où? Il est en bas, dans la petite... voilà, et on voit sa tête en bas. Bon, ben ça, c'est un numéro de magie. Un numéro de magie. Et c'est en plan unique. Donc en fait, devant nous, nous avons le vrai numéro de magie. C'est-à-dire que nous pouvons nous dire que là, nous sommes exactement dans la posture de quelqu'un qui aurait vu ce numéro fait sur scène par un magicien. Avec la même stupeur qui est la nôtre devant des fois les tours de magie. Je me dis, mais comment il fait? Il était là, il est là. Alors là, effectivement, on ne se dit pas... Oui, c'est-à-dire que je pense que le plan unique chez Keaton essaie de ressaisir quelque chose de l'intensité du spectacle vivant. Et oui, au cinéma, c'est sympa le cinéma, mais vous avez toujours une espèce de doute à cause du montage, en fait. Dire, mais en fait, à quoi est-ce qu'on a affaire là? On nous a fabriqué un machin, donc ça va pas. Keaton essaie de continuer quand même le spectacle vivant par les moyens du cinéma, mais sans avoir recours au montage. Et bon, voilà. Après, dans le cadre du tour de magie, quand on assiste à un tour de magie, quand on voit quelqu'un disparaître et être une tête après, alors précisément, on ne se dit pas que c'est sans trucage. On se dit, ah oui, il y a un trucage. Mais le trucage lui-même nous fascine. Nous savons qu'il y a un truc. On dit un truc en magie, pas un trucage. Nous savons qu'il y a un truc. Mais le truc lui-même est une performance. C'est virtuose d'avoir inventé ce truc. Alors des fois, il y a des trucs un peu foireux, hein, genre... il y avait un double fond, enfin, il y a des trucs de merde. Mais dans les bons tours de magie, le truc lui-même est acrobatique. Eh bien, j'en dirais autant des trucages qu'il y a quand même dans le film qu'on vient de voir. Il y en a un trucage, de toute évidence. C'est quand il vole avec l'arbre. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est le trucage. Je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne. Comment on fait ça? Je ne pense pas que ce soit un trucage de cinéma, au sens où ce serait un travail en post-production de l'image. Je crois pas. Je m'avance un peu sans savoir, là. Je pense que c'est plus un trucage en live, sur le tournage même, avec un truc, je sais pas, peut-être un système de poulies et de fils invisibles. Enfin, ça casse pas des briques. Mais il y a un truc. Et de fait, on le voit. À aucun moment, nous croyons véritablement que, oh là là, il y a un arbre, il vole, il est dessus. Nous n'y croyons pas. Là, donc, du coup, on perd la croyance. Mais pourquoi est-ce qu'on, quand même, on reste un peu, enfin, je reste captivé par ce qui arrive? C'est parce que je trouve que le trucage est balèze. Je trouve que le trucage, c'est pas mal, quoi. Ou alors je me dis, tiens, ouais, pour l'époque, quand même, ils se sont bien émerdés. Et surtout, je sens, le truc le plus important, c'est quoi? Je sens que le trucage, tout trucage qu'il est, j'allais presque dire, est de dimension humaine, est matériel. C'est comme, on en voit beaucoup dans les vieux films, c'est beaucoup ça, enfin les vieux films, par exemple en noir et blanc, disons ça comme ça. Il y a des trucages, les gens vont voir ça et dire, oh, c'est un peu foireux, on voit tout quand même, c'est quand même pas très bien fait. Mais c'est ça qui est émouvant. C'est pas très bien fait, c'est qu'on sent... Si c'est pas très bien fait, c'est que c'était compliqué de le faire. Et si c'était compliqué de le faire, c'est que c'était matériel. C'était un vrai truc. Alors évidemment, en 2026... Pourquoi le burlesque, c'est plus possible? C'est vrai, on pourrait se demander pourquoi les gens font plus de burlesque. Moi, je suis sûr que dans le monde, il y a des Keaton. Hein. Il y a des gens qui sont en plus beaucoup plus acrobatiques que lui, beaucoup plus génial. Il n'y a qu'à aller au cirque et voir ce qui se passe au cirque. Ils font des sacrés trucs. Je ne vais pas beaucoup au cirque, mais je regarde souvent à la télé. Je suis quand même impressionné. Et ouais, quand même, c'est quelque chose l'acrobatie. Et donc, je pense que ça a beaucoup progressé depuis une centaine d'années. Donc, il y aurait des gens pour faire des films burlesques géniaux, mais personne n'aura jamais l'idée de le faire. Personne. Alors, petit A, ils ont bien tort, parce que moi j'irais. Petit B, pourquoi personne n'aurait même l'idée de le faire? C'est parce que précisément, il est évident que nous n'avons plus le même rapport au cinéma, nous n'avons plus le même rapport de croyance. Nous savons bien, alors vraiment a fortiori, je dirais, depuis le numérique, et a fortiori depuis quelques années, où on peut fabriquer à peu près toutes les images qu'on veut, à peu près comme on veut, et en 3 clics, par des petites bricoles numériques de base, c'est évident qu'il nous manquera toujours devant... Qu'est-ce qui nous manquera? Oui, ça, le sentiment que ça n'a pas été truqué, le sentiment, la croyance que ça n'a pas été truqué, puisque de toute façon, tout est sujet maintenant à caution au cinéma. Pour le dire autrement... Dans un cinéma qui s'est très largement dématérialisé, pas complètement, heureusement. J'espère que le cinéma matérialisé a encore de beaux jours devant lui. Mais globalement, la pente du cinéma, c'est de se dématérialiser. Je
je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler quand je parle de ça. Ça recoupe tout un tas d'opérations et tout un tas de configurations technologiques. Bon. Le burlesque qui est l'habit de la matière et qui ne peut se soutenir que du fait que nous soyons sûrs que c'est bien de la matière matérielle que nous avons en face de nous, ne peut plus exister. Voilà, c'est comme ça, c'est dommage. Fin de la déploration. On s'en fout, de toute façon, il y a tout un tas de films burlesques qu'on n'a qu'à revoir tout le temps, et ça, moi, ça me suffira largement pour mes vieux jours. Ouais, je finirai comme ça. Un dernier truc que je voudrais... C'est bien d'insister sur le fait que nous avons affaire à un art évidemment matériel, sinon je n'aimerais pas, mais qui est plus que matériel, je veux dire, qui est une espèce de célébration permanente de la matière, en tout cas d'activation euphorique de la matière. C'est quand même ça qui se passe tout le temps. Alors, vous avez tout un tas de plans dans le film, pas minoritaires certes, mais où Buster n'est pas. Buster, il n'est même plus là comme le jouet de quelque chose qui a été réglé par la mise en scène, mais il n'est tout simplement pas dans le plan. Et pour autant, ça continue à faire son effet. Il y a notamment toute cette séquence, enfin, une espèce de montage-séquence à un moment, enfin, qui dure quoi, 1 minute, hein, pas plus, 1 minute 30. C'est la tempête, quoi. Là, il n'y a plus Buster, parce que précisément, on va le retrouver à l'hôpital, parce que lui, on ne va pas s'affoler non plus. On m'a demandé d'aller à l'hôpital, je vais à l'hôpital, quoi. J'y reste. Puis après, le lit bouge. Bon, le lit bouge. Ça n'a pas l'air de le contrarier plus que ça. Il est quand même un peu étonné quand le lit bouge. Il dit, bon, où est-ce que je vais? Mais bon, puisqu'il faut y aller, allons-y. Oui, on a quelques plans comme ça où on s'en donne un peu un cœur joie sur la tempête, quoi, pour avérer le fait que la tempête est en train de se lever, enfin, en tout cas d'advenir. Et oui, ça permet ça, la tempête. Prenez un carton, par exemple. Un carton. Bon, c'est passionnant, un carton, hein. Je dis pas. Je ne veux pas sous-estimer les cartons. J'espère qu'il n'y a pas trop de cartons dans la salle. Donc, un carton, c'est une matière. J'aime bien regarder les cartons. Ça va. C'est quand même vachement mieux quand ça vole. Vous voyez, on a l'impression que le carton prend une amplitude, il prend une dimension. D'ailleurs, on en peut mesurer le poids, l'absence de poids d'ailleurs, la légèreté, parce qu'il vole. Bon, ça vaudrait pour plein d'autres choses. Ça vaudrait pour toute cette matière là qui s'affole, là, les maisons qui s'écroulent. Bon, oui, mais ça, je l'ai souvent dit, mais oui. Pourquoi est-ce qu'on adore tellement la destruction au cinéma? C'est pas parce qu'on est des brutes qui aimons la mort et la tristesse. C'est parce que c'est au contraire. Ça ne fait qu'actualiser toujours mieux la matière. Quand elle se brise, le verre qui se brise existe beaucoup plus que quand il n'est pas brisé. Et c'est notre jouissance de ça. Bon, alors ce que j'ai déjà pu dire, mais oui, je pense que si jamais il y a une postérité au burlesque, qui le pauvre est un genre désuet, enfin en tout cas muséal, c'est le film d'action. C'est le film d'action. Vraiment. D'ailleurs, vous avez là une pente, si vous regardez Steamboat Bill Jr., dans sa pente générale, c'est typiquement une pente de film d'action. Ce que je veux dire, c'est l'affolement progressif, en fait. C'est l'emballement progressif qu'organise tellement de films d'action. Ça commence toujours par des petites actions un peu mineures, comme ça. Là, c'est pareil, on commence un peu mineur, on commence sur des trucs un peu statiques. On est à l'intérieur. Ça repose sur le visage de Buster, ça repose sur 2-3 gestes. Et peu à peu, ça va prendre de l'amplitude et on va arriver sur une grande scène finale qui, par ailleurs, sera une résolution. Donc oui, je pense que Alors, est-ce que maintenant le film d'action a encore de beaux jours devant lui? Ça serait une autre question, parce que je pense que précisément aussi le film d'action, en tant qu'héritier du burlesque, a besoin un peu de matérialité quand même. Donc, si on commence à trop dématérialiser le film d'action, on va plus s'y retrouver. Alors bon, il arrive que de temps en temps, on voit encore des scènes d'action, mais bon, c'est pareil, ça se perd un peu. À peu près pour les mêmes raisons. Mais la postérité, c'est celle-là, parce que, de fait, ça organise toujours un emballement de la matière, notamment par la casse et par la destruction. Bon, là, c'est ce qu'on a. On s'en donne à cœur joie. Il y a un moment, quand il sauve son père, par exemple, qu'est-ce que fait Buster pour sauver son père qui est dans la prison qui flotte et qui va bientôt être submergé? Parce que les eaux montent, registre de scènes d'action classiques, hein. C'est de la scène d'action pure. On l'a vu tellement de fois. Les eaux montent, là on en est jusqu'au cou. Heureusement, le héros arrive à temps, ou l'héroïne. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? D'abord, il fait de la mise en scène. Il fait de la mise en scène clairement parce qu'il se sert de cordes. Donc il y a tout un jeu de cordes, un peu pénible d'ailleurs. C'est vraiment pas mon moment préféré du film.
En même temps, j'ai toujours été nul en corde, donc voilà, ça, je suis pas content. Je n'aime pas cette scène, je le dis. Mais il orchestre à distance quelque chose. Il est vraiment metteur en scène à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va consister en quoi son action, son intervention pour sauver son père? À ce que le bateau entre dans la maison. C'est quand même un plaisir qu'on peut s'accorder que dans le burlesque, ça, ou dans le film d'action. Voilà. Vous faites rentrer des bateaux dans des maisons. Et la maison se coupe en deux et elle explose, enfin, je veux dire, elle est pulvérisée, et du coup, le père est libéré. Bon. Oui, donc tout ça, c'est toujours des histoires de bâtière. Et dans le... Buster Keaton, je l'ai déjà un peu dit, mais disons les choses un peu plus crûment. Comment est-ce que Buster Keaton se traite dans ses propres films? Il se traite... Alors je disais tout à l'heure qu'il était le jouet d'eux, mais il se traite lui-même comme un jouet, il s'amuse avec son propre corps, et surtout, il se prend comme un fait matériel, comme un fait physique. C'est toujours ça, en fait, le burlesque. Vous prenez comme, qu'est-ce qui compte? C'est votre poids, c'est votre résistance au vent, c'est votre plus ou moins de résistance au vent. Il y a ce plan assez génial, là où il y a le vent contre lui, qui vient de la gauche du plan, et lui, il est donc tourné vers la droite, et donc évidemment, il est repoussé par le vent, et à un moment, il trouve un équilibre. Il trouve l'équilibre dans cette espèce de planche comme ça, là. Mais ça, c'est toute l'économie du burlesque est là-dedans, quoi. Trouver l'équilibre. Et puis après, des équilibres, etc. Mais donc, il se prend comme ça, il se prend comme un fait physique. C'est comme ça qu'il se traite. C'est Buster Keaton, pour réfléchir à ce qu'il va faire dans ses films, et ça, quand même, il faut le mesurer. Hein. Il se demande, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce truc physique qui s'appelle mon corps, doté d'un certain nombre de lois, et donc de capacités et d'incapacités, etc. C'est ça qu'il fait. Et là, nous comprenons encore mieux son impassibilité. Parce que si vous prenez comme un corps doué de lois, enfin de facultés physiques, de capacités physiques ou d'incapacités physiques, vous ne vous prenez pas du tout comme une entité sentimentale. Vous n'avez pas de sentiments. C'est ça qu'on voit dans tous les films de Buster, et c'est ça qui a toujours fasciné d'ailleurs. Un certain tempérament, un certain type de personne dotée d'un certain tempérament, c'est qu'il n'a jamais de fort intérieur. Il n'a pas de vie intérieure. Pour Keaton, nous ne savons jamais ce que Buster pense. Pourquoi? Parce que Buster est en permanence pris dans des affaires matérielles auxquelles il doit réagir. C'est tout, c'est son seul truc. Il n'a pas le temps. Il n'a pas de recul, il n'a pas de profondeur, comme on dirait dans les choses de la guerre. Pas de profondeur pour pouvoir convoquer des sentiments là-dedans. Ce n'est pas du tout son truc. Alors, même pas la morale, d'ailleurs. C'est quelqu'un dont on ne connaît pas très bien les principes. Il y a un petit truc, à un moment, qui est un petit détail à la con. C'est au moment où son père l'a viré, lui a dit, voilà, vas-y, casse-toi, je veux plus de toi. Et son père lui donne quand même un peu d'argent. Et Buster refuse cet argent. Et là, on se dit, la dignité du mec, quoi. Et puis, je pense qu'il réfléchit. Après, son premier geste, c'était, non, je suis fâché contre mon père, je ne vais pas accepter son argent, ça va, je suis en colère, quoi. Et puis, en fait, il réfléchit, et puis il dit, j'en ai besoin, en fait. J'en ai besoin. Dans un monde un peu comme ça, tac, 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 oui, bien sûr, on a quand même besoin d'argent, rapport, oui, voilà, donc je prends l'argent. Je suis pragmatique. C'est le pragmatisme absolu, Buster Keaton. Adaptation, réaction, action, c'est que ça. Et donc, pas de sentiment. Or, il y a une histoire d'amour dans le film. Une histoire d'amour, bon, faut le dire vite, c'est pas exactement une histoire. Enfin, il y a quand même un fil amoureux qui se termine bien, donc on est content. Parce qu'on est toujours content quand on a de l'amour, nous. Voilà, on est comme ça ici. Alors ça, c'est un peu... Bon, je pense que dans tous les films de Buster, il y a toujours un peu comme ça, une fille à l'horizon, ça fait partie d'une convention, pratiquement, vous voyez. Ça serait intéressant de voir vraiment Buster et les femmes, et notamment comment ça se joue dans le plan. C'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Je crois que j'ai pas souvenir d'un plan harmonieux entre Buster et une femme. C'est pas du tout par misogynie. Hein. C'est qu'il se trouve que la femme est l'altérité amoureuse pour lui et que bon, il sait pas trop quoi faire, quoi. Enfin, il a pas du tout réfléchi à ce truc, quoi. Enfin, c'est beaucoup trop compliqué, cette histoire d'amour. C'est pas matériel. Voilà. Alors, comment ça se passe dans le film? C'est intéressant. Donc, il faut quand même qu'il ait un début de sentiment pour elle, mais c'est vraiment joué à minima. C'est joué à minima. D'abord, le moment où ils se rencontrent, c'est plutôt bien trouvé. Ils sont tous les deux dans un siège de barbier. Enfin, je suis le coiffeur, plutôt. Ce qui serait quand même
moins étonnant pour une femme, maintenant que je réfléchis en parlant. Et leurs deux sièges se retrouvent face à face, et hop, ils se voient, ils se reconnaissent, ils se sont déjà vus. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, le seul moment où on sent que Keaton est attiré par elle, enfin qu'il a un truc, qu'il est quand même un peu traversé, c'est qu'elle le rejoint dans, alors je crois que c'est dans un magasin, je sais plus, et elle se retrouve pour une raison assez absurde d'ailleurs parce qu'il est trop petit, mais lui il est juste derrière elle et elle est à sa portée, et c'est sa chevelure qui est à portée du nez de Keaton, de Buster, et là on le voit humer et avoir quand même un petit témoin. C'est furtif, hein, il fera pas plus, il a tout donné là. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est sensoriel, c'est physique aussi, c'est un parfum. Parfum, grande histoire dans la logique amoureuse, hein, bien sûr. Ouais, la littérature a beaucoup donné dans ce truc. Elle était d'abord un parfum, tout ça, quoi. Mais là, oui, on sent que c'est une réaction physique, quoi. Deuxième moment de leur grande histoire d'amour, il va la rejoindre sur l'autre bateau. Alors ça, c'est quand même un moment... Ah ben oui, mais sauf que, c'est pas lui qui a pris l'initiative, hein, c'est elle qui le convie. S'il y a bien un truc que vous verrez jamais Buster faire dans aucun des films, aucun des 10 longs-métrages et aucun des 30 courts-métrages, c'est draguer. La draguer, c'est les séductions actives, vous voyez, vous y allez, vous prenez une initiative. Ah mais Buster, il prend pas d'initiative, il réagit. Donc non, donc elle lui demande de le rejoindre. Ouais, ok. Et, il y va, quoi. Ça l'intéresse, je sais pas. Il y va. Là, il y a un peu d'adversité quand même, qui tombe. Il y a tout un numéro en plan unique aussi, qui est très beau, avec les portes qui s'ouvrent. Je ne détaille pas, où il y a son père qui sort, le père de Kitty. Lui, il rentre par la porte comme un chat, puis après, il y en a un autre qui se présente, puis après, il y en a un troisième qui se présente, et bon, voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'au troisième qui se présente, qu'est-ce que fait Buster? Courageux et très amoureux. Il renonce. Ouais, ça va, quoi. On va aller dormir plutôt. D'ailleurs, il n'a pas trop l'air mal dans son lit, hein. On ne le verra pas, genre, ah là là, quand la retrouverai-je? Non, oui, il a tenté. Il y avait peut-être un truc à jouer là-bas. Ouais, visiblement, donc c'est de lui-même qu'il se jette à l'eau. Qui est quand même un gag génial. Toujours le truc de précéder. Bon, voilà, ça c'est le deuxième épisode. Puis évidemment, comment ça va se solder tout ça? Comme dans tous les bons films d'action, ça va se solder par une scène d'action. Hein, souvent, l'amour aussi dans les films d'action se solde par une scène d'action où le héros, notamment, hein, c'est souvent le pan masculin, en tout cas jusqu'à une certaine période, qui va montrer une bravoure et qui va mériter sa gente d'âme. Donc c'est ce qu'il fait, c'est ce qui se passe. Il va la sauver, quoi. Elle est prise par les eaux. Alors on dit pas prise par les eaux, hein, c'est pas du tout ça qu'on dit, parce que ça c'est autre chose, prise par les eaux, non. Elle est prise dans les eaux. Elle est sur le bateau et qui va couler. Allez. Et donc il la sauve. Là on dit preuve d'amour, il la sauve. Il a quand même aussi sauvé King et son père. Donc non, il y a des gens à sauver, il sauve, quoi. Enfin c'est évident. T'es en train de couler, je vais. Voilà, c'est tout, c'est pragmatique. Alors il fait ce qu'il a à faire, il accroche un câble entre les deux, hop, avec une encre, hein, ok, il la rejoint, et là, là voilà, dans la grande panoplie de Buster et les femmes. Ce corps est encombrant, ce corps de femme est terriblement encombrant. Eh oui, il veut bien la sauver, mais ça va pas, quoi. Enfin, lui, il est bon, hein, tout seul, il est bon comme acrobate. À deux, ça va pas. En plus, elle n'y met pas du sien, parce qu'elle commence à l'étreindre, elle le félicite, voilà. C'est un geste d'amour, lui, il s'en fout, hein. Il a autre chose à penser, il faut revenir. Et donc, il la porte, et évidemment, il tombe. C'est trop lourd. Donc, une femme, c'est aussi une existence physique, c'est un poids. Et on n'est pas dans les grands sentiments, là. Et bon, il finit quand même par la ramener. Il y a ce geste que j'adore, où quand il la ramène de l'eau, elle a sa main sur lui, comme ça. Et lui, il enlève la main, quoi. Enfin, bon. C'est pas méchant, hein, du tout. Mais, non, enlève, voilà, pas la main sur mon visage. Il se retrouve après... voilà, ça y est, c'est happy end, quoi. C'est bon, la scène d'action et le grand renversement burlesque a fait que de raté qu'il était, il est devenu un héros, et donc maintenant il est mariable, et King veut bien l'admettre comme gendre. Ok, tout se passe bien, nous allons avoir le dernier baiser. C'est quand même la base, hein. Il y a quand même un moment où il faut s'embrasser. Eh ben non.
Non, 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 non. On comprend que là, le père dit oui, oui, il y aura un mariage, etc. Et là, qu'est-ce que fait Buster? Il balance une bouée à l'eau et il va à la suite. Ce qui, évidemment, est fait pour laisser penser un peu alors, à la fille, à Kitty elle-même et au spectateur aussi, que non, Keaton, décidément, c'est pas quelqu'un qui se marie, quoi. C'est pas, non, 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 il n'en est pas à ce niveau-là de socialité. Non, 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 il fuit le mariage, il n'y a rien à faire. Bon, alors évidemment, c'est fait pour le croire 3 secondes, mais il fallait quand même, ces 3 secondes, elles comptent. Il faut quand même qu'on les ait pesées. Et il a tout fait pour. Et puis après, oui, non, en fait, il va sauver un prêtre. Ben oui, mais c'est ça le raisonnement toujours de Keaton, très matériel. Hein. Genre, mariage, donc lui, il ne se dit pas du tout, oui, c'est génial, c'est le plus beau jour de ma vie. Ou alors, je sais pas, j'ai des doutes. Il ne se dit pas ça du tout. Il se dit, mariage égale prêtre, or le prêtre est en train de se noyer, donc il faut que je le sauve pour... Ok, j'y vais. Voilà, c'est ça. Purement pragmatique. C'est ça qui est fabuleux chez lui, tout le temps comme ça. Alors, ça le différencie quand même, venons-en au point, de Chaplin. Parce que Chaplin, que j'adore, par moments, vraiment j'adore. J'ai raconté tout à l'heure le gag du lion, bon, mais tellement de choses géniales chez lui. Mais Chaplin, c'est vrai, a usé de son visage, est moins acrobatique d'ailleurs, et moins acrobate que Keaton. Keaton est beaucoup plus virtuose, mais Chaplin s'y connaît quand même un petit peu avec son corps, il sait quoi faire avec, la même plasticité, tout ça, il n'y a pas de dire. Mais il y a une valeur ajoutée, en tout cas d'un certain point de vue chez Chaplin, c'est qu'il y a du sentiment chez Chaplin. Quand Charlot est amoureux, il est amoureux, vraiment. Il le montre, Charlie Chaplin le joue, voilà. Et c'est peut-être aussi ce qui fait le fait que Charlot est un personnage beaucoup plus universel, beaucoup plus mondialement connu que Buster. Hein. Parce que précisément, il donne prise aussi à un récit mélodramatique, à des grandes histoires, et aussi parce qu'il y a du génie. Enfin voilà, je ne vais pas du tout faire semblant de jouer la compète jusqu'au bout. Mais c'est vrai que je pense que pourquoi est-ce que Keaton, je dirais mon préféré, mais plus généralement, j'ai cru observer quand même que dans les... appelons ça les cinéphiles. Je sais pas comment pas utiliser ce mot de merde. Les gens qui regardent y compris des films qui datent de un peu plus qu'il y a 5 ans. Voilà, c'est ça que j'appellerais cinéphile. Donc qui de temps en temps regardent même des muets et regardent des films de Keaton et Chaplin. Et j'ai cru observer que souvent, il y a peut-être une petite préférence pour Keaton. Et je pense qu'elle tient à un truc pas super qui est du genre, évidemment, c'est de la distinction. Le monde entier, Chaplin est vraiment le plus plébiscité, moi je vais aller chercher Keaton. Oui, bien sûr, et sans doute que je participe de ça. Mais il y a une raison plus dense quand même. C'est que précisément, c'est la sentimentalité à trait d'union, sentimentalité de Keaton. Pas parce que les cinéphiles sont des gens qui n'aiment pas les sentiments. Pas parce que nous sommes des monstres froids, mais parce qu'évidemment, en soustrayant la sentimentalité et l'expressivité sentimentale du visage, vous créez un pur corps, une pure donnée matérielle. Parce que ce que porte en fait Keaton, ce serait un cinéma qui ne tiendrait que par l'action, que par les actes, que par la matière. Et même si on voulait s'emballer un peu au risque de l'essentialisme, on pourrait dire un cinéma qui ne tient que par le cinéma. Peut-être pour ça que les cinéphiles l'aiment bien. C'est juste une hypothèse. Je m'arrête, merci. On va prendre quelques questions comme d'hab. Enfin, quelques questions, remarques d'ailleurs, plus que questions. Oui, on me souffle que le sommet de la distinction serait même pas de jouer Keaton contre Chaplin, mais de jouer Harold Lloyd contre Keaton et Chaplin, qui est effectivement... Mais Harold Lloyd, c'est vraiment génial aussi. Vraiment génial. Il y a peut-être, chez Harold Lloyd, il n'y a pas de long métrage qui tienne la route, je trouve, mais c'est fort aussi. Grand acrobate. Alors, est-ce qu'on a un micro? Ouais. Qu'est-ce qui veut parler ou pas? Ouais, là. Merci pour l'analyse. Je vous en prie. C'est un plaisir. Je voulais revenir sur ce dont tu as parlé au tout début, sur donc Buster Keaton n'est pas le réalisateur du film, mais il en est le maître d'œuvre. C'est un film de Buster Keaton. Ça pose une question sur la politique des auteurs, c'est-à-dire est-ce que la politique des auteurs c'est quelque chose de prescriptif ou de descriptif? Est-ce qu'on dit que
l'auteur du film doit être le réalisateur ou est-ce que c'est nécessairement le réalisateur? Voilà, est-ce que là, dans ce cas, en fait, Buster Keaton, on peut dire qu'il est l'auteur du film même s'il n'en est pas le réalisateur? Et est-ce qu'il y a des films aujourd'hui, même après la nouvelle vague politique des auteurs, etc., pour lesquels on pourrait dire que leur auteur n'est pas leur réalisateur, parce qu'il y a quelqu'un d'autre que le réalisateur qui insuffle une vie, une noctorialité, une intention à l'origine. Et j'aurais quelques idées. Il y aurait par exemple Tom Cruise avec les derniers Missions Impossibles. Donc peut-être pas les premiers avec De Palma où il y a quand même un réalisateur qui a une intention, mais les derniers de McQuarrie où on pourrait dire, enfin voilà, on pourrait se demander est-ce que c'est pas Tom Cruise qui est l'auteur de ces films? Ce sont des films de Tom Cruise. Et puis il y aurait d'autres exemples. Il y aurait le film de Sepideh Defarsi, Put Your Soul on Your Hand and Walk, voilà, dont j'aurais l'impression qu'en fait il est plutôt réalisé par Fatma Assouna plutôt que Sepideh Defarsi. Ah, okay, ça, et puis on pourrait se demander aussi de façon un peu plus polémique si Entre les murs est un film de Laurent Canté ou de François Bégodeau. Ouais, c'est un film d'Éric Rohmer, Entre les murs. On vous l'a jamais dit, mais c'est lui qui a écrit le scénar. De toute façon, il est très banlieue, il est très Kaira, Rohmer. Non, c'est passionnant ce que tu suggères, enfin ce que tu ouvres comme porte. Non, c'est passionnant et je n'aurais pas de réponse que tu n'aies toi-même formulée ou d'hypothèse plus intelligente que ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai, pour peut-être faire un tout petit point. Bon, on va pas se lancer sur la politique des auteurs, mais c'est intéressant de se demander si c'est descriptif ou prescriptif ou laudatif, enfin évaluatif, parce que les cahiers, beaucoup plus que la nouvelle vague d'ailleurs, les cahiers se contentaient, entre guillemets, de prendre acte du fait que visiblement il y avait des auteurs dans le cinéma, puisque d'un film d'Hitchcock à l'autre, on retrouvait des motifs, on retrouvait des syntaxes, des types de montage, des types de figures cinématographiques. Ils en déduisaient que décidément, il y avait là un auteur au travail. Alors ça devenait évidemment un peu évaluatif pour eux, puisqu'ils avaient tendance à considérer que là où il y avait un auteur, parce qu'eux venaient de la littérature, venaient de la musique, là où il allait sans dire qu'il y avait des auteurs, en tout cas ça n'était plus à démontrer, et donc comme ils voulaient accorder au cinéma des lettres de noblesse, au même titre que les autres arts, ils avaient besoin d'en passer par la figure qui fait l'art, à savoir l'auteur. Et donc c'était effectivement pour eux important de démontrer qu'il y avait des auteurs au travail, et que là où il y en avait, le cinéma évidemment montait en gamme. Bon, c'est un petit point rapide. Après, tu as tout à fait raison, c'est toujours très très intéressant de se demander mais où est l'auteur d'un film? Laissons la politique des auteurs, c'est de demander plus généralement qui fait quoi dans un film? Qui fait quoi dans un film? Qu'est-ce qui est à la manœuvre? Qu'est-ce qui est à la baguette? Grande question du cinéma, d'ailleurs envisagée souvent pas polémiquement, mais presque politiquement, à savoir, et c'est précisément ça aussi que voulait défendre la politique des auteurs, c'était, vous avez l'industrie, et puis dans l'industrie, il y a quand même quelqu'un qui arrive à imposer une patte, qui arrive à quand même signaler qu'il a une sensibilité qui lui appartient. Donc c'était beaucoup ça quand même. L'auteur, c'était aussi jouer l'auteur contre l'industrie. Ce qui est un aspect très sous-estimé par certaines personnes qui récemment, dans des propositions d'essai, ont parlé de la politique des auteurs. De négliger cet aspect-là, c'est quand même pour le moins du révisionnisme. Après, plus généralement, oui, ça a toujours été un problème dans le cinéma. C'est-à-dire, comme ça se fait à plusieurs, comme la chaîne de production est assez compliquée, parfois ils sont 300 sur le truc, des fois ils sont 30, bon, ça fait du monde, mais qui fait quoi? Qui décide quoi? Et est-ce qu'il y a quelque chose, un moment, comme une sensibilité individuelle qu'incarnerait la notion d'auteur, qui est au travail? C'est très, très... Alors, dans le cas de... Alors après, j'en viens à la case Buster Keaton. Oui, là, je l'ai dit, c'est-à-dire que son art est tellement centré sur son corps, est tellement indexé à son corps, le corps est vraiment le centre névralgique de l'art. C'est que là, on a vraiment l'impression que, moi j'allais dire, en étant un tout petit peu, comment dire, en forçant un peu le trait je dirais que l'auteur des films de Keaton, c'est le corps de Keaton. Ou alors ça serait Keaton par où il a le génie de rendre son corps à son génie. Voilà. Et d'avoir organisé une mise en scène, organisé des récits pour
faire droit à ce génie-là, quoi. Mais c'est vrai que la question moi, je me souviens d'une expression de Desplechin, il y a très longtemps, qui m'avait un peu marqué, qui m'avait dit, mais Catherine Deneuve est l'autrice de tous ces films. Et c'était intéressant. Et je pense que ça ne regardait pas vers un phénomène économique qui est qu'il arrive qu'un acteur ou une actrice soit tellement célèbre, tellement bankable, et tellement la condition sine qua non pour que le film puisse se monter financièrement, qu'évidemment, il ou elle ait la main sur l'ensemble de la production. Ça s'est vu. Mais c'était autre chose que disait Desplechin. C'était vraiment que la présence de Deneuve, son type de jeu, son physique, tout ce qu'on veut, induisait pratiquement les scénarios. C'est elle qui irradiait et qui deneuvisait à peu près tous les films où elle passait. C'était encore plus subtil ce qu'il disait, mais je vais un peu vite. Dans le cas de Tom Cruise, là, on a affaire à un autre schéma encore, ça serait c'est qu'il est lui-même, comment dire, le producteur, le chef, le directeur industriel de l'affaire. C'est surtout dans ce sens-là que Mission Impossible est une espèce de franchise qui a complètement capturé Tom Cruise et qu'il a refait comme s'il avait racheté la boîte, quoi. En fait, il a racheté la boîte. Je ne sais pas d'ailleurs jusqu'à quel point il possède la marque. Il doit y avoir un truc comme ça, je pense, dans l'histoire. Je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Mais bon, c'est encore un autre schéma qui est effectivement l'acteur qui est tellement célèbre et tellement riche et tellement omnipotent qui peut se permettre de faire fabriquer et d'être même le chef de production de films qui sont faits pour lui. Enfin, il s'offre à lui-même les films qu'il a envie. Ce que je trouve pas du tout, j'ai l'air d'être un peu méchant, mais pas du tout. Hein. Je trouve que pourquoi pas. C'est pas plus con que quand l'industrie est aux manettes toute seule ou quand un mauvais cinéaste est aux manettes. Moi, je préfère à la rigueur quand c'est Tom Cruise qui s'en occupe. Au moins, on est toujours sûr d'une sorte de... Enfin, j'ai pas vu le dernier en date, mais jusqu'ici, je trouvais qu'il y a toujours un minimum de qualité, quoi. Bon, enfin, on va pas rentrer là-dedans, mais bon, j'ai été trop long, mais ton dossier là, c'est énorme, quoi. Et toi, ouais, oui, Martin. Et puis, oui. Merci pour la critique, toujours. Il y a un truc auquel j'ai pensé en t'écoutant, et j'ai pas vu le film suffisamment de fois pour être sûr du truc. Mais Buster Keaton, qu'on voit au début, donc, qui est complètement maladroit, hein, c'est-à-dire qu'en plus d'être maladroit, il n'a pas de bol, il se prend, il y a une peau de banane, il va l'esquiver pour tomber dans le trou, c'est que des trucs comme ça. Mais pourtant, à la fin, et tu as dit un truc qui était assez juste, je trouve, c'est qu'il trouve son équilibre dans la tempête. C'est-à-dire que dans la tempête, tout s'acharne, mais pourtant, il arrive dans le trou de la maison, il ne se prend rien, quoi. Et à la fin, on le voit avec une adresse quand même assez incroyable, hein, sur cette scène des cordes, où il accroche 4 cordes, il arrive à tirer, à piloter le bateau d'en haut. On le voit à un moment aussi descendre du bateau à toute vitesse, mais comme on fait du parcours, quoi. Enfin, vraiment avec une... Exactement. Et il s'est pas cassé la gueule sur 3 étages cette fois-ci. Il a fait le truc avec beaucoup de propreté, il a sauvé tout le monde. Et donc, je voulais savoir si tu voyais une forme de morale à la fable de Keaton dans ce film-là. Moi, j'y vois, je vais comme d'habitude beaucoup plus terre à terre. Encore une fois, il y a 2 registres finalement chez Keaton. Il y aurait l'acrobatie époustouflante qui réussit et qui nous fait faire waouh. Et ça, c'est quand il sauve le père, le King. Il saute du bateau, bam, waouh, c'est tombé pile dedans, quoi, alors qu'en fait, on voit bien que le bateau bouge. Et puis, il y a un autre type d'acrobatie plus retors, plus dialectique, où c'est la maladresse. Mais n'oublie jamais que les maladresses de Buster Keaton à l'écran sont des maladresses extrêmement précises. C'est l'art d'être maladroit, l'art de faire semblant d'être maladroit. Enfin, c'est le glisser sur la peau de banane. À la rigueur, va essayer de glisser sur une peau de banane. Ne pas le faire exprès, ça c'est bon, on y arrive souvent, il arrive qu'on tombe, mais on n'a pas fait exprès. Faire exprès de tomber, déjà, c'est autre chose. Et faire exprès de glisser sur une peau de banane et que tu aies une chute suffisamment spectaculaire et qu'elle soit visuelle et que du coup ça fasse rire et en même temps ça fasse un peu... Oh là, il s'est peut-être fait mal. Non, tout, de A à Z, si tu veux, il n'est que maîtrise. Même quand il se prend les câbles au début, j'ai dit sur le bateau, là, bah, évidemment, il faut se les prendre. Il y a un autre moment, par exemple, où son père le ramène depuis le premier plan jusqu'à l'arrière-plan, il est sur le bateau, je ne sais plus pourquoi. Et là, Buster, qui le suit comme d'habitude, se retrouve à enjamber un câble qui, du coup, arrête sa truc.
faut être fort pour faire ça. Faut être fort pour... Alors que c'est vraiment tout con, là, pour le coup, c'est quand même pas un grand saut, tu vois. Je pense qu'en me concentrant, je pourrais y arriver. Mais faut y arriver. Il faut bien se le prendre au bon endroit, au bon moment. Surtout, ne pas du tout avoir l'air d'aller au gag avant. Non, donc en fait, il est un virtuose de A à Z. Simplement, il est tellement virtuose qu'il est aussi un virtuose de la maladresse, tu vois. C'est là que ça devient vertigineux, quoi. Mais tous les burlesques sont comme ça. Alors, on parlait d'Harold Lloyd. Harold Lloyd est très, très connu pour ses acrobaties sur les immeubles. Le truc qui me fascinait, avec cette légende qui est qu'il le faisait vraiment, bon, parfois avec 50 étages de haut. Bon. Et non, mais tous ils viennent du cirque, de toute façon. Keaton vient plutôt du cabaret, du musical, enfin, en tout cas, de trucs de scène. Mais tous, ils sont passés... Chaplin vient du cirque. Harold Lloyd, ça ne m'étonnerait pas non plus, je connais moins bien sa vie, mais c'est des vrais, enfin, ils sont vraiment forts avec leur corps, quoi, il n'y a rien à dire. Et c'est à ce titre-là qu'ils ont été employés par le cinéma. Hein. C'est pas parce qu'ils avaient des super idées de mise en scène, ou tu penses bien que quand tu étais employé au cinéma en 1918, c'est parce que tu importais toi-même un talent, et le talent de Keaton, c'était celui-là. Il a eu le génie de vraiment savoir se servir de l'outil cinéma, de sorte que ce ne soit pas simplement du musical filmé ou du cirque filmé, mais vraiment de se servir de ce qu'offrait le cinéma comme dimension, ce que je disais tout à l'heure, le plein air, tout ça. Il est évident que dans une salle de théâtre, il aurait été impossible de faire le mécano de la Générale, hein, où c'est la locomotive, elle est sur le rail pendant 1h30, et elle avance sans pilote. Et là, on est vraiment dans le plein air, ouais. Alors moi j'ai une remarque et une question. La remarque c'était par rapport à l'ambiguïté un peu de son rapport à la rébellion, où il y a des moments où il se laisse complètement balloter, il n'a pas l'air rebelle du tout la plupart du temps, et d'autres où on a l'impression qu'il a quand même bien une idée en tête et il ne va pas se laisser faire quand il veut remettre le chapeau à chaque fois, ou quand il veut aller sur l'autre bateau et qu'on sent qu'on ne lui enlèvera pas l'idée de la tête, ou alors quand il décide d'aller sauver son père dans la prison et que quand même faut le faire pour l'empêcher, il est décidé. Et il me semble que c'est une logique canine pour avoir un chien. J'ai l'impression que c'est pas du tout incohérent dans une perspective de canine. C'est une perspective canine. Voilà, c'est assez. Tout à fait. Non, mais ça explique assez bien l'ambiguïté entre les deux. Enfin, moi, ça m'a pas paru si étonnant que ça, quoi. Ouais. Voilà. J'ai un tout petit peu forcé le trait en insistant beaucoup sur sa passivité, sur le fait qu'il est totalement docile. Pourquoi j'insiste ? Parce que ça me paraît quand même majoritairement vrai. Bien sûr, ça souffre quelques exceptions. Je suis un peu vite passé sur le béret auquel il a tenu, effectivement. Et parfois, il prend quand même des initiatives. Et par exemple, il prend l'initiative de rester dans la ville pour aller sauver son père. Ce que tu appelles canine, c'est finalement le réflexe d'un chien de sauver son maître. Je suis assez d'accord. Et du coup, ça me permettrait de résoudre la contradiction, en quelque sorte. Oui, à partir du moment où Keaton soustrait la sentimentalité, soustrait les affects sentimentaux, soustrait la psyché, en fait, eh bien, il reste un corps. Bon, oui, et donc là, on fraye avec l'animal. Je sais bien que les animaux sont très intelligents, tout ça, etc., mais quand même, il y a des degrés, on va dire. Il y a une continuité, probablement, de l'homme à l'animal, mais des degrés. Et donc, oui, moi, je pense que c'est comme ça que je le voyais le moment où il va sur le bateau là, pour voir Kitty et qu'il il se heurte à 3 ou 4 mecs qui l'empêchent. Et à un moment, on le voit rentrer, la porte qui vient d'être ouverte, lui, il rentre par le bas, comme un chat, comme un chien. Il y a plein de fois comme ça, de toute façon, dans toute l'œuvre, dans tous les films de Buster Keaton, tu peux souvent faire le rapprochement. Parce que je veux dire, rien ne ressemble plus à un corps de Buster pris dans une tempête et soumis à l'adversité du vent que ce qui pourrait arriver à un chien pris dans une même tempête. Je pense qu'un chien, ça serait à peu près le même genre de truc. Peut-être un peu moins habile quand même. J'ai l'impression qu'un chien qui s'accroche à un arbre... Est-ce qu'ils font ça les chiens, toi qui as l'air d'être très très canologue? Ouais, explique. C'était plus spécifique, ma remarque, sur l'aspect soumis, pas soumis. Ou par exemple, dans la scène où il veut aller sur l'autre bateau,
quand son père est là, il a l'air assez soumis, il n'est pas si rebelle, il se laisse faire, mais dès que le père est plus là, il a toujours la même idée, il va retenter. Je crois que tu as des gros problèmes avec ton chien, toi. Non, pas. Je pense qu'en fait, tu voudrais qu'on en parle, quoi. Il t'obéit pas, quoi. Enfin, c'est ça le. C'est un état psychique de demi-soumission, quoi. C'est de non rebelle, mais pas mais pas soumis dans les intentions. Un peu sournois, quoi. Un peu non, retors, pas sournois, c'est canin. Non, mais en plus, toute plaisanterie canine mise à part, je réfléchissais quand même un peu. Il y a quand même chez Keaton des fois une opiniâtreté et une idée fixe. Ça, c'est vrai. Il y a des fois que c'est vrai. T'as vu quelque chose là. Après, j'ai pas appuyé là-dessus ce soir parce que je voulais surtout insister sur la passivité. Mais oui, on pourrait. Ouais. Ce qui est assez beau d'ailleurs d'avoir une espèce d'idée fixe comme ça. Donc moi aussi, je vais réfléchir un petit peu en même temps que je parle. C'était plutôt pour revenir sur le devenir du burlesque, moi. J'ai vu il n'y a pas longtemps, ça doit être Hundred of Beavers. Bon, alors s'il n'y a pas l'aspect du corps, c'est plus une comique de montage, mais... Tu peux répéter le titre? Hundred of Beavers. Ouais, ok, j'ai pas vu. D'accord. Mais il y a pareil, c'est toujours de la slapstick comédie. Il n'y a pas le corps qui... Enfin, c'est plus du montage et des trucs. Bah oui. Mais tu as raison, à mon avis, d'aller chercher dans les films d'arts martiaux, puisque quand tu me parlais de la mutation, enfin, des films d'action, pardon. Et moi, je pense aux films d'arts martiaux. D'accord. Parce que quand je parlais des mutations, des choses qu'on peut retrouver dans les films d'action, moi, je pensais au film de Jackie Chan. Parce qu'il a tout l'aspect burlesque, enfin, c'est assez facilement retrouvable. Et tout ce qui est un peu cinéma hongkongais, où, avec des plans fixes assez longs, parce que les acteurs savent se battre, où il y a une physicalité des combats qui est complètement absente du cinéma américain, parce que c'est trop coupé, trop cuté, parce que les acteurs n'ont pas du tout ni le temps de réaliser les films proprement, parce qu'ils ont mais en tout cas, ils n'ont pas la logique industrielle de prendre le temps de filmer des scènes de combat intenses et physique. Donc ouais, je pense qu'il y a... Et je ne crois pas que le cinéma hongkongais soit mort pour autant. Donc, parce que tu disais que le cinéma d'action se fait... Mais je m'en remets à ta science, parce que je crois que ça fait longtemps que je ne suis pas allé regarder du côté de Hong Kong, justement. Donc il faudrait que je me remette un peu à jour. En tout cas, ce que je peux dire, ça me parle ce que tu dis, parce que je me suis souvent dit, dans ce que je continue à regarder du côté des Asiatiques, cette catégorie un peu macro, évidemment, mais ça va être très très loin des arts martiaux, mais parce que je regarde assez peu de films d'arts martiaux depuis quelques temps quand même. Je me souviens d'avoir regardé quand même pas mal dans les années 90, puis après je suis un peu lassé. J'avais quand même le souvenir que c'était quand même très cut. Hein, les films d'arts martiaux que je voyais, je trouve que ça faisait pas trop droit à la compétence effective et en plan unique des combattants, dans mon souvenir. Non, il y a vraiment des films d'arts martiaux où... Ça dépend tout à fait des réalisateurs. Ouais. Oui, alors Jackie Chan, ça je connais pour le coup, et oui, alors tout à fait, voilà, c'est lumineux. Après, ça commence à dater. Voilà, peut-être faut se demander... Je pense à un plan séquence dans un film qui est coréen, je me rappelle plus du nom, mais ça doit être Bad Boy ou un truc, enfin je me rappelle plus exactement, où il y a un homme qui se bat au marteau contre une horde de combattants, et pareil, c'est un plan qui dure très longtemps, du prix d'une seule traite. Il se bat et plan unique, quoi. Oui. Ouais. C'est un plan séquence. Contre une horde avec un marteau. Oui. J'ai oublié le nom du film. Il y a des gens. Old Boy. Ah bah oui, c'est Old Boy, bien sûr, oui, évidemment, oui. Alors après, mais c'est marrant parce que à chaque fois que je vois les films de Park Chan-wook et même de Bong Joon-ho, qui seraient un peu mes deux potes coréens, avec Hong Sang-soo, décidément j'ai trois potes coréens. Non mais ils se ressemblent pas mal, Bong Joon-ho et Park Chan-wook, et vraiment je trouve non seulement ils sont très drôles, souvent tous les deux, et oui, parfois je pense à un humour burlesque chez eux. Il y a quelque chose il y a un peu ça dans certains films de Bong Joon-ho et de Park Chan-wook. Donc burlesque et action évidemment, mais oui, cette espèce de mixage entre les deux que Jackie Chan incarnait très bien, parce que c'est quand même des films marrants, les films de Jackie Chan. Et c'est des films d'action. Et avec un virtuose quand même qu'il était réellement. Non, ça me paraît un très bon exemple. Après, bon, voilà. Peut-être que oui, donc le burlesque et l'action se survivraient en Asie, ce serait une hypothèse. Bon.
Ouais, vas-y. Pour prolonger la question, je me posais aussi la question dans le cinéma américain plus récemment de Jackass, comme potentiellement cinéma burlesque, utiliser l'épreuve du corps, tout ça. Ouais, je suis d'accord. Après, ça date aussi, hein. Eh oui. Pour moi, j'ai découvert Jackass, c'était fin des années 90, début des années 2000. Mais moi, j'adorais ça, évidemment. Parce qu'après, il y a le truc de potacherie qui sera encore une autre dimension, le côté on se défie entre bourrins de 12 ans, quoi. Enfin, en fait, de 42 ans, mais 12 ans de... Mais il y avait, moi j'aimais beaucoup ça aussi pour ça, quoi, parce que je trouvais ça... Enfin, oui, il y avait... Effectivement, ça ne tenait que sur la croyance que c'était vrai, quoi, qu'ils le faisaient vraiment. Et je pense qu'en général, ils étaient suffisamment cons pour le faire vraiment. Non, bonne idée. Bonne idée, mais pareil, hein, le temps passe. Oui, c'est ma conclusion de ce soir. Peut-être une... Il y avait une autre... Oui, Damien. Tu fais ça bien, Damien, aussi. Hein. Il y a du flegme. J'aime bien, il n'y a pas de précipitation. Limite de la désinvolture. Limite de la paresse. Oui, au début du film, quand on voit Keaton, bon, on le voit de dos, après il marche, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il ressemble un peu, il a des petites allures de Chaplin. Il se dandine un peu sur les côtés, il avait les jambes un peu arquées, il a sa petite moustache, qui n'est pas vraiment une moustache Chaplin, mais presque une moustache ironiquement chaplinesque, on va dire, hein, un chapeau écrasé. Et une des premières scènes auxquelles il est confronté, c'est qu'en fait, on le met chez le barbier, on lui enlève sa moustache en deux coups de rasoir, hein, et ensuite on va lui chercher un chapeau pour enlever ce truc. Genre une espèce de scène d'exorcisme. Chaplin sort de ce corps. Ça, voilà. C'est une hypothèse de cinéphile, ça. Ouais. Moi, j'ai pensé à Marion Cotillard au même moment. Je me demande si c'est pas une allusion. Non, mais non, j'ai rien à dire. Est-ce que Keaton serait en train de s'amuser à un peu imiter Chaplin? Mais c'est pas complètement absurde, hein, parce qu'ils étaient de fait en... Parce qu'il se passe pas grand-chose dans ce moment où c'est le moment où il avance. Oui, je vois bien. Le truc, oui. Enfin, sa moustache est pas très chaplinienne, quand même. Non, oui, mais comme son chapeau non plus. Parce que ouais, bah donc... Mais quand même, ça arrive. Chaplin survit un peu dans cet accoutrement, quoi. Ah non, mais Et puis alors pour le burlesque, moi j'ai pensé aussi à Popeye de Robert Altman, où Robin Williams se livre à une espèce de festival de pirouettes. Oui, mais je pense que dans le cas d'Altman, c'était déjà d'une certaine manière une citation. Oui. Je pense qu'Altman, qui est vraiment un cinéaste très cinéphile, ce qui est pas réducteur, hein, mais oui. Et puis ça date aussi un peu, Popeye. Hein. C'est des années 70, je crois. C'est un Altman, non, 80 ? Non, 82 ou 3. 82 ou 3 ? Oui, parce que c'est pas très connu. C'est un Altman produit par Disney. Tout le monde a... Oui, il est très très sous-estimé. Moi, je l'aime bien, moi. Il a été mis au placard par Disney parce que ça correspondait pas du tout à ce qu'il faisait. Bah, c'est sûr, il avait pas vendu. Il n'y avait pas que Robin Williams. Il y avait aussi Shelley Winters qui a un corps hautement burlesque et qui a été... Non, ça mérite d'être vu. Popeye de Altman, pour ceux qui n'auraient pas chopé le nom. On s'arrête là on s'arrête là. On va s'arrêter là. Merci. Donc, je vous donne rendez-vous le 2 juin avec le film Surprise.